ça me fait super bizarre de me dire qu'on est en 2025. À ce point ? Ouais, Pourquoi ? 2024 en fait c'était une année assez particulière parce que c'est l'année des JO et surtout on parlait tout le temps de 2024, tu vois, parce que c'était un repère aussi pour la création de contenu en disant c'est l'année olympique, moi c'est l'année aussi où j'ai eu ma fille, donc ça a été une année assez riche en émotions et là de me dire que finalement c'est plus, on n'attend plus 2024 mais c'est derrière nous, ça me fait bizarre. Ça vous fait pas ça toi Nico ? Ouais, moi je prends les années les unes après les autres. 2024 a été chargé, on va dire ça comme ça, mais intense et fun à la fois, donc j'espère que 2025 sera pareil. Je vous le souhaite la même chose. Est-ce que vous avez passé de bonnes fêtes au moins ? Ah bah tu sais, les fêtes c'est toujours l'occasion de bien manger. T'as pris combien de kilos pendant les fêtes, Guy ? On n'est pas passé au-dessus des 100 kilos, donc c'est bon, je n'en dirai pas plus. Bon écoutez, merci en tout cas pour l'invitation, ça me fait plaisir d'être ici chez vous. Bienvenue à la maison. Ouais, c'est la première T'es fois chez toi, Guillaume. que je viens. Bon écoutez, l'enregistrement a commencé, donc ce que je vous propose déjà c'est qu'on puisse manger. De manger pour donner un petit peu de contexte à celles et ceux qui nous écoutent. On a organisé un petit cocktail dînatoire, donc l'idée c'est de célébrer un peu 2025, donc on a des petites choses à manger, à grignoter, donc on va faire attention avec les micros parce au cas où on n'est pas assez mangé. Les semaines qui viennent de passer. Oui, là j'ai quand même fait léger, mais on va essayer de faire attention, à pas trop mastiquer dans les micros parce que c'est pas forcément très agréable. Mais bonne année. Je vous ai même pas souhaité bonne année, les gars. Bonne année, Guillaume, bonne année, Nico. Alors vous savez quoi, j'ai une petite bouteille de champomy, donc on va se servir. Mais je vais commencer avec la première question, le temps d'ouvrir cette bouteille de champomy. Attends, là, j'ai une petite question. Est-ce que tu veux qu'on mette nos masques ? Parce que j'ai vu qu'on avait des petits masques un peu. Non, je mettrai pas de masque, Nico. J'ai même pas présenté le concept de l'émission. Ça va être une émission très chill qui va, ça va répondre à aucun code, mais on va répondre aux questions des auditeurs et auditrices. Ils nous ont posé sur les réseaux sociaux. C'est un FAQ de nouvelles. C'est quoi les grands thèmes que tu nous as préparés ? Là, il y a 2 grands thèmes. C'est questions générales, un peu sur vous, sur les projets, sur tout ça, et ensuite des questions un peu plus focus sur la prépa marathon. Puisque là, on est quasiment à 12 semaines du marathon de Paris. C'est un peu plus tard cette année, le marathon de Paris. Je crois que c'est autour du 13 avril, je crois. 13 avril, ouais. Un petit peu plus tard. Donc, on est allé quasiment à 12 semaines. Donc, on va faire un focus aussi sur le marathon de Paris. Si ça vous va, messieurs. Parfait. Eh bien, écoutez, on peut commencer. Regardez. Je sais pas si ça... Ah, les gars, vous avez... Le champomy, ça saute moins que le champagne. Et voilà. Donc, première question... Quel est votre meilleur souvenir de 2024, s'il vous plaît, Tristan ? C'est moi qui commence ? Allez. Je pense que je peux donner 2 souvenirs différents. Le personnel, évidemment, mon aventure sur les 7 majeurs. D'ailleurs, que j'ai fait avec Camille, puisque Nico qui est là, chargé de projet marketing au sein de Campus. Donc, autant dire que dans l'équipe, il n'y a que des gens qui s'entraînent. Mais forcément, 28 heures sur un vélo, ça marque une année. Et après, professionnellement, il s'est passé quand même pas mal de choses avec toi, Guillaume. C'est vrai. Et puis avec Nico, avec Campus. Mais là, ça serait trop nombreux, je dirais, tous les événements qu'on a pu faire. Bon, moi, ça va aller vite. Ça va être la naissance de ma fille, forcément. Ouais. Et toi, Nico ? Moi, j'ai toujours du mal à choisir un truc, surtout dans des années où il s'en passe énormément. Parce que des fois, il se passe un truc marquant, mais ouais, moi les événements avec la team, vu qu'on est tous à travailler à distance, quand on se retrouve notamment une fois par an quand on fait notre petit séminaire d'équipe, c'est un moment qu'on retient et qui nous booste sur le reste de l'année, donc j'ai hâte au prochain. Justement, je ne l'avais pas forcément noté, mais on a eu plein de questions sur comment vous êtes organisé, que ce soit chez Campus, chez la tête d'un coureur. Vous êtes combien aujourd'hui chez Campus à travailler ? Comment ? On est une 40aine de collaborateurs au projet au global, freelance dans tous les domaines possibles et imaginables, à force d'essayer de s'améliorer partout. On essaye de trouver des experts dans tous les sujets, donc ça avance. Et vous êtes combien, vous ? Je suis dans la tête d'un coureur. Alors en fixe, on est 6 personnes à plein temps. Voilà, donc c'est une Tu penses que les gens ils pensent que t'es tout seul ? Je pense qu'il y a des gens qui pensent que je suis tout seul, c'est possible, mais ou peut-être qu'on est 2. Non, on est 6 personnes. Alors après, on n'a pas que dans la tête d'un coureur, on a d'autres aussi médias, mais on est 6 personnes en fixe. Après, sur les événements, comme à l'UTMB par exemple, on peut être une dizaine à travailler, donc avec les freelances en plus. Donc c'est déjà pas mal, ouais. Alors, deuxième question de Future et Step. Quels sont vos projets sportifs pour 2025, messieurs ? Je laisse commencer. Non, il a répondu avant, c'est à ton tour. Allez, vas-y, t'as fait la première question. Non, mais ça me va, parce que mon projet sportif, là, moi, c'est manger.
Non, en vrai, je n'ai pour l'instant pas de projet sportif concrètement. Et justement, le plan, c'est pas de plan. Après des années où justement il y a quand même des objectifs un peu jalonnés assez forts. Le marathon, toi notamment. Ouais. Bah là, j'ai décidé de faire une année où on verra. En fait, pour l'instant, mon objectif sportif, il est de juste m'entretenir, ce qui est déjà très bien. Hein, sport santé, pas arrêter et devenir non plus un sédentaire d'un coup. Mais Il va faire le prof de sport. Il va tout arrêter, il va prendre de l'embonpoint et il va donner des conseils. Je vais faire Tristan l'année après Kona. Attends, Tristan, il est revenu bien là. Il est revenu bien. Ah bah c'est bon, c'est Alors, passé vas-y, maintenant. Attends, Tristan, toi, tu nous as parlé d'une prépa Irox déjà, je crois. Ouais, il y a un petit Aerox qui arrive en Ouais, avril. ouais, Je ce qui est vais pas mal. m'y essayer. Là, c'est pas mal la bonne en ce moment. Écoute, avec toute l'endurance que j'ai fait, je fais plus de 90 kilos. Ce sport, j'ai l'impression qu'il a été créé pour moi. Donc, s'il vous plaît, laissez-moi faire un truc dans lequel je pourrais être doué. Je vous en supplie pour une fois. Mais et après, allez, petite insight pour dans la tête d'un coureur. Mais il va le 2025, dire. c'est l'année où on retourne sur triathlon. C'est vrai. J'en dis pas plus. Bah, c'est déjà revenu un petit peu avec nous sur le triathlon en tête d'un coureur à Netka C'est vrai. Oh, attends, c'est en vrai fin d'année. que mon premier XS. Ouais. Et ça compte, hein. Mais sur un truc un peu plus long, Un voilà. peu plus long qu'un XS. Voilà, et ça va durer. Ah, ça fait plaisir en tout Ouais. cas. Ça fait Bon, plaisir. et je pense que ouais, il y aura 2-3 courses au-dessus de 8 heures. Peut-être le retour dans la tête d'un triathlète alors. Ah bah peut-être, bah ça va toi de me dire. Est-ce que toi tu vas sur triathlon en 2025? Ah non, moi je dirais pas sur triathlon 2025. Je vais essayer de. Moi je l'avais déjà dit, je voulais revenir sur refaire un 10 km. J'avais pas réussi à avoir un dossard. C'est compliqué d'avoir des dossards en ce moment. Hein. Franchement, c'est très compliqué. Tout est plein très très vite. Je voulais faire les 10 km des quais de Bordeaux. Ça s'est pas fait. Moi, ce que tu m'avais dit la dernière fois. Ouais, mais bon, j'ai eu des petits. Voilà, c'est la prépa. Moi, je suis vachement en dents de scie en ce moment. Hein. Je m'entraîne beaucoup. Ça, j'arrête, je reprends, j'arrête. J'ai du mal à être assez régulier. Donc, voilà. Donc, pourquoi pas peut-être un petit 10 km au mois de juin. Va savoir. Voilà, début d'été, ça peut le faire. Ok. Voilà. Parce que moi je me souviens, tu avais dit quai de Bordeaux, ça devait être en octobre. Ça va être en novembre. Mais j'ai pas eu de dossard. J'ai j'ai fait pas eu les de 10 ça. km. T'aurais dû venir avec nous à Lyon là. Ouais. On te repasse un petit dossier. Ouais, mais bon, Lyon, c'était octobre. C'était Ouais, un peu, je c'était un peu tôt. t'aurais mis ta raclée. Ouais, c'est possible. C'est possible. Un 10 km en juin. Ah, peut-être qu'on se retrouvera quelque part. Ouais, mais les Qui 10 sait. km, c'est mes premiers amours, les 10 km. J'ai commencé par le 10 km, comme beaucoup de coureurs, je pense. Et j'ai envie de revenir sur cette distance qui est un peu bâtarde parce qu'elle est quand même assez dure, elle est assez intense. Alors, j'aurais pas le niveau que j'ai eu avant, mais voilà, je pense que je peux. Si je fais moins de 40, déjà, je serais très très content. Vraiment, ce serait top. Alors, messieurs, on a une question d'Astrid Crête qui nous demande: comment faites-vous pour rester authentique face à la pression des tendances et des algorithmes? Ah, question intéressante, Nico. Comment est-ce qu'on fait, nous, les créateurs de contenu, pour continuer à se faire plaisir? Ouais, je pense que chacun, ça va être intéressant justement d'avoir 3 points de vue là-dessus parce que en fait le plaisir de faire des contenus pour moi c'est la priorité et enfin un truc où je m'emmerde, je vais pas avoir envie de le faire, je vais rechigner à le faire. Donc en fait c'est priorité à un truc que j'ai envie et avec l'équipe on en discute et on essaye de trouver un angle, une manière où on se dit ah ça va intéresser notre audience, mais c'est les algorithmes en fait, on s'en fout des algorithmes en soi. Ouais, c'est... mais t'as les réels, tu vois, on sait qu'aujourd'hui il y a quand même des tendances, Ouais, mais des c'est- choses qu'on sait que ça En plaît. Je vais dire, moi, mon but, c'est que dans chaque contenu, ça soit mi-divertissement, mi-les gens apprennent quelque chose. Et quand je dis apprennent quelque chose, ça peut être un tout petit truc ou passer un message qu'on rabâche depuis des années. Mais c'est ça mon but. Et après, je suis pas sur un contenu hyper scientifique, je suis pas sur du pur divertissement. J'essaye d'être entre les deux parce que je pense que c'est ce qui marche aussi. Et puis moi, c'est ce qui me plaît de faire. Mais il y a aucun contenu que tu fais et des fois j'en ai un peu marre de parler de ça et tout. Tu vois, moi je vais être honnête, pendant longtemps les contenus sur la nutrition, je pouvais plus les voir. J'en avais vraiment marre. Voilà, les contenus sur la nutrition, je Pour prenais. quelle raison? Est-ce que tu avais l'impression de te répéter? Non, même pas. C'est parce que déjà il y a plein de dogmes. Tu sais que dès que tu dis un truc, c'est soumis à polémique. Puis voilà, on en a quand même fait beaucoup. J'en ai eu un peu marre. Donc j'en ai fait beaucoup moins auparavant. Tu vois, voilà. Après, tu peux aussi. Il y a un peu les marronniers, tu vois, les contenus sur les erreurs en course à pied, les machins. Il y a des questions qui reviennent tout le temps, tu vois. Donc c'est vrai que, en fait, moi je vais être très honnête quand même. Je trouve que t'es quand même pris dans l'ambivalence de ce qui est bon pour ta croissance. Pas forcément les contenus, mais aussi les choix que tu vas faire, les décisions que tu vas prendre dans les projets auxquels tu vas aller, qui sont intéressants pour ta croissance. C'est pas forcément ceux sur lesquels tu vas t'épanouir d'un point de vue créativité, tu vois.
Par exemple, moi, aujourd'hui, j'ai envie d'aller sur des formats beaucoup plus, par exemple, sur du documentaire, sur de la vidéo, sur des choses où même tu vois, raconter vraiment des histoires, être moins sur l'entraînement pur. Mais je sais qu'économiquement, c'est pas forcément le plus judicieux pour développer ma boîte que le conseil pur. Et donc, c'est toujours te dire, comme, tu vois, si t'es trop créatif, bah, tu t'aboîtes, c'est pas bon. Si t'es trop économique, bah, tu t'épanouis plus, donc c'est pas bon non plus. C'est toujours un arbitrage entre, tu vois, moi, je suis dans cette ambivalence. Je suis d'accord. Moi, on se questionne beaucoup là-dessus. Enfin, je sais, toi aussi. C'est constamment ça. Et en fait, là, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est revenir sur du contenu plus classique, mais trouver comment le dynamiser, avoir une nouvelle manière de le faire, en fait. Et du coup, justement, le challenge, c'est de dire ça, ce truc-là, c'est vu et revu. Comment tu fais pour lui donner un second souffle et que ça réimprime, parce qu'en fait les gens ils ont toujours besoin qu'on leur rappelle les bases, parce qu'en fait les gens, tout est dans les bases. Oui, les gens, les gens ils tournent, donc en fait les gens qui vont t'écouter en 2025, c'est plus si tu t'écoutes en 2020. Mais c'est un challenge justement de création. Ça c'est de dur, contenu, parce que c'est vrai que les gens qui tu vois, des fois t'as l'impression de te répéter, mais en fait vu que t'as toujours des nouvelles personnes qui arrivent, t'es obligé aussi de retraiter certains sujets, et les gens qui te suivent depuis le début, des fois ça peut peut-être les saouler, ce que je comprends, quoi. Ouais, c'est sûr, mais moi en tout cas j'apprécie quand il y a justement de la création, de dire bon bah on repart sur comment on va le faire et que c'est un challenge. Et quand justement des fois on a testé plein de trucs en 2024, il y en a, c'est les trucs tu dis ça va être génial, c'est de la merde, les gens ça les intéresse pas. Bah il y a aussi la réalité. Des sujets que t'aimes bien faire et qui font pas d'audience, mais tu les fais parce que t'aimes bien les faire. Enfin, qui font pas d'audience, qui font moins d'audience que ouais, mais il y en a par exemple, j'ai bien aimé les faire cette année, mais les formats à la découverte de courses, genre Inside UTMB, Inside Marathon pour tous, cool, j'ai bien aimé le faire, mais ça prend beaucoup d'énergie, c'est chiant, c'est dur à faire au montage, et à la fin ça paye pas, c'est ce qui fait le moins de vues de l'année, donc au bout d'un moment tu te dis bon, il y a quand même une logique économique où tu te dis c'est beaucoup d'investissement pour très peu de retour, bah on va se concentrer sur des trucs qui te plaisent, mais qui en même temps vont quand même aussi amener du viewer, quoi. Nous, ce qui marche le moins d'un coureur, c'est tous les contenus autour de la préparation mentale. Parce que je pense que la préparation mentale, ça parle pas à tout le monde, en fait. Il y a des gens qui aiment vraiment ça, mais c'est assez... Il y a plein de gens, en fait, la prépa mentale, ils se sentent pas concernés, quoi. Pourtant, moi, c'est des sujets que j'aime vraiment traiter, tu vois. Mais il y a des gens, l'entraînement, déjà, ils se sentent pas concernés. L'entraînement, ça marche toujours. Ça marche toujours, l'entraînement. C'est toujours drôle parce que tu vois, les trucs plan d'entraînement et tout. Il y a plein de gens qui ne suivent pas de plan d'entraînement, mais qui sont hyper intéressés par les contenus plan d'entraînement, quoi. C'est un peu les gens qui regardent Top Chef, mais qui cuisinent pas, quoi. C'est un peu le même. Ils s'imprègnent. Tu vois, voilà, ils s'imprègnent et puis peut-être qu'au fur et à mesure. J'adore Top Chef, mais il faut qu'ils viennent chez moi pour me le faire après. Mais mais ouais, la prépa mentale et tout, le coaching mental, ça marche un peu moins bien, quoi. Voilà. Pourtant, nous, je crois, avec le mentor programme sur le campus, je crois, les gens, ils avaient été très intéressés par la prépa mentale, non ? Ouais, mais tu vois, je suis d'accord que c'est un challenge de réussir à l'amener. Et du coup, c'est quelque chose qu'on veut pousser plus. Mais nous aussi, on a les gens qui nous disent qu'ils aiment ça, c'est les gens qui te le disent. Après, si tu regardes dans les stats ça va être une niche dans les coureurs qui va vraiment être intéressé par ça. Et je le comprends parce qu'en fait, avant d'avoir besoin de t'intéresser à la prépa mentale, t'as quand même un sacré paquet de trucs que tu peux optimiser dans l'entraînement qui te demandent pas de te dire alors comment je fais pour. Même si c'est intéressant, c'est un sujet qui est complexe, vaste. Il y a des sujets que t'aimes pas traiter, toi, Tristan, ou des sujets que t'aimes bien traiter, mais tu le fais pour toi, même si tu sais que ça marche moins. Que j'aime pas traiter jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas fait un truc que j'aimais pas, non. Après, moi, non, mais que tu prends moins de plaisir, pas forcément que t'aimes pas, parce que moi j'aime même la nutrition, moi j'aime bien en vrai. C'est juste que. Il y en a que je préfère, typiquement certains contenus de vulgarisation sont moins excitants à faire que des choses de storytelling, tout ce qui tourne autour de raconter une histoire, amener un projet, amener les gens avec toi, etc. Forcément c'est beaucoup plus excitant que certaines vidéos un peu basiques. En revanche, sur les vidéos qu'on pourrait appeler plus basiques, où tu vas parler d'endurance fondamentale, de fractionner, pourquoi les sorties longues, 2h30 sur marathon, bref, c'est intéressant après de venir travailler sur le format comme disait Nico, et d'aller t'amuser à... En fait, moi je trouve que c'est amusant de vulgariser de la bonne manière. Donc un sujet dont tu as déjà parlé, comment est-ce que je peux en reparler dans un autre format avec des mots peut-être un petit peu différents pour que si je l'explique une seconde fois, pas de la même manière, peut-être le message va réussir à passer. Donc vraiment ce truc de la finesse avec les bons mots, le mot juste, réussir à faire passer un message, moi ça me plaît beaucoup. Donc de toute façon storytelling et vulgarisation, c'est ce que je fais depuis le début.
Et j'ai la chance de faire que ça, donc pour l'instant ça me va. Mais tu vois, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a il y a plein de nuances là-dedans, parce que avec Tristan, on peut faire le même contenu. Je sais qu'il va être totalement différent. On va Grosso dire modo. la même chose, mais Ouais, pas de la même manière. Mais pas au même niveau de vulgarisation. En fait, il en faut pour tout le monde. Tu sais, t'as des gens, des fois, ils disent moi, je préfère largement les contenus de Tristan. Bah oui, c'est un peu plus scientifique, un peu. Et moins vulgaire. En fait, il en faut pour tout le monde. Et dans tout l'écosystème des créateurs de contenu, chaque nuance permet de rappeler les fondamentaux et de le faire à une manière. Ce que fait Tristan, ce que nous on fait, ce que toi tu fais, c'est vrai que c'est différent. Hein. C'est complémentaire. Et puis même nous, moi je vois par exemple entre dans la tête d'un coureur sur ma chaîne, sur la chaîne de Campus, ça permet aussi à titre personnel de travailler toutes ces nuances et de venir travailler son discours de différentes manières. Et si il se conçoit bien, s'énonce clairement, ça permet aussi d'essayer de très vulgariser, puis se faire plaisir à faire un truc très scientifique, puis essayer de comprendre assez un sujet pour réussir à le faire en live, parce que les podcasts c'est fait en direct et c'est quand même un challenge assez différent de faire une vidéo où en fait sur 10 minutes de vidéo t'as 1h30 de tournage quoi. Donc toutes ces nuances nous permettent juste d'apprécier en tant qu'expert aussi. Il y a encore quelques questions avant de passer aux questions propres sur l'entraînement et la préparation. Jérémy Meyer 08 nous demande assez étrange cette question, mais pourquoi pas. Comment imaginez-vous l'évolution de la course à pied dans les 5 prochaines années ? Est-ce que vous avez une idée un peu sur ce que... Est-ce que la course à pied va se transformer ? Est-ce qu'il va y avoir des tendances ? Moi, je me suis lancé un défi, c'est de finir le plateau qui est devant moi en fait. Donc, je suis activement en train de bosser dessus. Comment est-ce que ça va évoluer ? Je pense que de toute façon, il y a des tendances qui se dessinent autour de la pratique hybride. Et quand je dis pratique hybride, c'est dans toutes ses formes. Donc c'est juste, la course à pied va devenir un moyen presque pour gagner en liberté. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'avant, il y avait les coureurs sur route, il y avait les trailers, il y avait les gens qui faisaient de la muscu. Et les pistards. Ouais, et puis exact. Et puis demain, j'ai l'impression que c'est plus des gens qui vont faire et de la route et du trail. Sur l'enquête trail qu'on a fait avec Campus, on a vu que le pourcentage, je sais plus si c'est presque 60% des coureurs qui aujourd'hui se disent comme coureurs hybrides à la fois route et trail. Mais quand je dis hybride, tout à l'heure on a parlé d'Aerox, donc il va mélanger justement le renforcement musculaire avec l'entraînement d'endurance. Donc en fait, la course à pied va réussir à toucher tout le monde comme un point d'intersection de plein de pratiques. Là, le triathlon évidemment pour le côté aventure. Les sports combinés, ouais. Ouais, voilà. Donc je pense qu'on va tourner vers ça, vers la course à pied, un moyen de liberté presque qui va permettre de toucher à plein de choses. C'est plus simple de faire un aerox quand tu viens de la course à pied parce que tu cours déjà. C'est plus simple de faire un triathlon parce que tu fais déjà la course à pied et ainsi de suite. Mais c'est vrai que par exemple en musculation, avant les gens voulaient être le plus balèze possible entre guillemets, et aujourd'hui on voit bien que c'est plus du tout une motivation. Alors il y a toujours les mecs qui veulent faire vraiment de la gonflette, mais c'est quand même, il y en a beaucoup moins, et les gens cherchent plus à être des athlètes le plus complets possible et les plus polyvalents possible. Et oui, on voit que les gens, ils vont faire du vélo, ils vont faire de la rando, ils vont toucher un peu à tout, et ils sont beaucoup moins spécialisés. Ils cherchent plus à être complets qu'à être très spécialisés, tu vois. C'est moins l'idée, je vais faire le 10 km le plus rapide, le semi-marathon le plus rapide, mais ils vont essayer d'aller faire de la musculation. Il y a encore 5 ans, les sujets de musculation, ça n'intéressait pas grand monde en course à pied. Et aujourd'hui, nous, quand on fait des sujets muscu, ça marche très très fort, quoi. Et on voit les gens de la fitness qui viennent dans du running. Enfin, ces mondes se mélangent vraiment, et ça va continuer, je pense. Je pense que le CrossFit, début des années 2000, avait essayé d'amener ça. Mais dans un aspect beaucoup trop technique avec la gymnastique, l'haltérophilie, etc. Là, il y a une démocratisation de juste, il y a d'autres moyens d'accéder et de faire les deux sans te prendre la tête avec des mouvements ultra techniques. Donc ça joue. Et puis après, en France, on a quand même la chance parce que, en fait, c'est sûr qu'on est vachement influencé par l'écosystème français, mais on a plein de créateurs de contenu issus de la musculation qui se sont mis à l'endurance et qui ont amené énormément de gens avec eux. Ouais, c'est clair. Et au niveau des courses, parce qu'à un moment donné, il y avait les modes des color run, des courses à obstacles. Bon, là, on n'en voit plus trop. Là, il y a une grosse tendance sur les courses sur route. Je disais tout à l'heure, ou même les trails, c'est dur d'avoir des dossards. Mais le off se développe de plus en plus, j'ai remarqué. Et peut-être que dans les années à venir, c'est quelque chose qui me pratique. Tu vois, ce genre de choses, les Strava, les segments, ce genre de choses. Les gens sans course. Sans course. Ouais, c'est peut-être quelque chose aussi sur les années à venir. Je pense que là, on est un peu au point culminant des courses sur route, avec dossard et tout. Il y aura peut-être quelque chose après, je sais pas encore quoi, mais très digital aussi, peut-être avec des segments, des gens. Je sais pas, le off va se développer, je pense. On sera. Kylian Jornet fait presque plus de courses. Ouais, on sera à la primeur de ça parce que c'est des trucs qu'on réfléchit au final. Mais en vrai, le fait est aussi qu'avoir un dossard sur les courses, c'est de plus en plus compliqué. Et du coup, ça va encourager ça. Parce que t'as pas eu de dossard sur les courses que tu voulais faire. Ça t'empêche pas d'aller faire le parcours de la course par toi-même d'une autre manière.
à d'autres moments de le faire avec des potes sans la pression du dossard, enfin la pression, le côté formel. Donc moi je suis assez d'accord, mais heureusement que tu m'as relancé là-dessus, sinon si tu m'avais dit et toi Nico, j'aurais dit bah c'est tout comme Tristan en fait, peut-être parce qu'on travaille ensemble, mais ouais, je trouve que la course à pied c'est bien, ça diversifie, il y a plein de pratiques différentes et c'est devenu normal quoi. Il y a moins aussi ce côté, enfin le trail est beaucoup plus accessible, ouvert. C'est pas le trail, oui, bah c'est pour les gens qui sont à la montagne et machin. Ouais. Je trouve même s'il y a encore. On a un petit chien avec nous, vous inquiétez pas. C'est à la bonne franquette. Elle surveille le studio, c'est pour ça. Voilà. Même si on a encore un peu ce côté guéguerre des fois de ah oui, l'éco-trail, est-ce que c'est du trail ? Je pense que c'est de moins en moins le cas. Et en fait, les trails de province sont de plus en plus courus, populaires. Les trails en Bretagne sont hyper populaires et tant mieux en fait parce que les gens juste font du sport, ils diversifient leurs pratiques et en fait l'important c'est ça à la fin, c'est de rester motivé et faire des trucs différents, c'est ce qui motive aussi sur le long terme. Donc, c'est marrant parce que moi tu vois je trouve les courses en off, je pense que ça va percer entre guillemets, mais que sur certains formats. Tu prends l'exemple de Kylian Jornet, les courses qu'il fait en off c'est que des choses extraordinaires et ouais. Je prends mon exemple, les 7 majeurs c'est une course en off mais parce que c'est une course de 28 heures et donc sur les formats longs où en fait on s'affranchit du chrono et on est plus dans l'aventure, on est plus dans l'expérience de vie, l'aventure off 100%, mais ce qui existe depuis toujours, hein, les gens qui vont se taper un GR sur plusieurs jours, quelque part quelle différence, juste un trailer va se dire bah je vais peut-être le faire en 6 jours au lieu de 12 jours, tu vois. Mathieu Blanchard qui fait un 6 jours, un truc que les gens font en 6 semaines normalement, mais au-delà de ça, ce truc-là existe depuis toujours. Par contre, un 10 km, le problème du off, c'est que quand t'as pas de public, c'est pas facile, et quand t'as pas de densité, c'est pas facile d'aller chercher un chrono, donc cette aventure du chrono qui, elle, ne mourra jamais, je pense, parce que l'être humain est quand même compétitif. En off, compliqué, pour moi. Tristan, t'as plus rien à manger, tu me fais de la peine. Tiens, tu rigoles ou quoi ? Voilà, non mais je te mets un peu de diversité, tiens regarde. Ah c'est vrai que j'ai pas mangé ça. C'est du foie gras végétal et c'est assez surprenant. C'est devenu un running gag, le côté nutrition pendant le podcast. Alors, on a Sogrumb qui nous demande la chose qui vous agace le plus dans la création de contenu, messieurs. Ah, le tournage. Ah, c'est marrant, 8 ans après, le tournage est toujours aussi peu instinctif. Évidemment, tu t'améliores, tu t'exprimes mieux, tes scripts aussi fonctionnent mieux, etc. Mais le fait de lancer la caméra, tourner, toujours aussi bizarre. Et ça t'agace, ça t'aimes pas le tournage? C'est juste bizarre, quoi. Moi, je préfère largement le montage que le tournage. Ah, c'est fou ça. Et alors, quand c'est en public, c'est encore pire que tout parce que t'as l'impression d'être un extraterrestre. Même si aujourd'hui, t'as un peu le truc de dire, ok, c'est un peu mon métier, donc. C'est bon, t'as une raison d'allumer une caméra en public et de tourner. Hyper bizarre. Ah, c'est ce que je préfère le plus, quoi. Le live, j'adore ça quand il y a des gens. Tu vois les réactions, je sais pas, c'est même tourner. J'aime vraiment ça, quoi. Ok, plus que le reste. Ouais, et du coup, vraiment. qu'est-ce que toi tu détestes ? Qu'est-ce qui m'agace le plus dans la création de contenu ? En ce moment, il y a un peu une mode, tu sais, sur le. En fait, t'as beaucoup de créateurs de contenu qui sont des entraîneurs. Au même titre que toi, par exemple. Et donc, forcément, ils ont une logique ils créent du contenu pour aussi que ça leur apporte des clients, une clientèle. Donc, il y a une dimension un peu économique dans ça. Et il y a un peu ce côté un peu, chez certains, je lave plus blanc que blanc. Et je veux toujours montrer que je sais mieux que les autres ce qu'ils disent c'est nul, et ce que moi je dis c'est mieux. Et ça s'est beaucoup vu dans le monde du fitness. Et j'ai l'impression que ça arrive un peu en course à pied. C'est-à-dire on va prendre des extraits, on va commenter des extraits, on va avoir un regard critique, mais qui est pas objectif parce que t'es jugé parti vu que tu vends voilà, ce genre de choses. Et ce côté très monétaire, parce que les gens s'en doutent pas, mais c'est quand même beaucoup une question d'argent. Je trouve ça, c'est pas terrible. Voilà, moi je me suis déjà pas pris la tête, mais j'ai déjà envoyé quelques messages où je trouvais que la personne avait mal retranscrit les propos de certains entraîneurs. Puis ce côté, voilà, je détiens la vérité, ça m'agace un peu. Et j'ai peur que ça finisse comme le fitness où tout le monde se tire un peu dans les pattes. L'argent corrompt. Voilà. Ben oui, franchement, oui. Je te dis franchement, oui. Oui, après, il y a, voilà, quand tu vends 180, 160 euros un plan d'entraînement marathon, faut que tu convainques les gens de t'acheter, de donner autant d'argent, ce que je trouve quand même assez délirant. Voilà, après, chacun fait ce qu'il veut de son argent. Mais du coup, voilà, il y a des techniques derrière qui, moi, m'embêtent un peu.
Et ça m'agace. Franchement, j'aime pas Donc parce ça que serait, je trouve que ça embrouille les gens. Ouais, en fait, Voilà, il y a et la c'est juste différence du fric, entre quoi, c'est- chacun apporte sa pierre à l'édifice qui est positif et on va essayer de retirer la pierre des autres pour la mettre chez nous, quoi. Je Et comprends. pourtant, j'adore le débat. S'il y a des entraîneurs, et je trouve qu'il y a des points de vue différents, il y a des partis pris, il y en a c'est le double seuil, il y en a ça va être le volume. Et c'est normal, c'est bien. Mais du coup, débattons, tu vois, plutôt que ça s'attaquer par vidéo interposée, je trouve ça un peu naze. Et le problème, c'est que la plupart des cas, ces gens-là, ils veulent jamais débattre. C'est ça le souci. Et là, au moins, ça enrichit, tu partages une vision, tu vois, mais attaquer les gens, c'est voilà. Donc ça, c'est quelque chose moi, je suis moins fan. Et surtout, c'est que c'est pas vraiment très objectif, puisque voilà, après tout, voilà, quand tu vends quelque chose, tu ne peux pas être objectif. Est-ce qu'il y a des trucs qui t'énervent, toi, Nico? C'est un peu lié à ce que tu dis, mais enfin moi c'est en général, et ça pourrait être représenté sur la société en général aussi, mais c'est le manque de nuances où en fait dès que tu dis quelque chose, on a l'impression que tu as dit une vérité absolue et que tu penses ça comme quand on dit un truc, c'est pas forcément, enfin on le pense, mais c'est pas une vérité parce qu'on peut se tromper. Et de deux, en fait j'ai l'impression que dès qu'on veut amener quelque chose et qu'on amène la nuance, personne la voit la nuance. Et en fait, c'est comme ça. Alors qu'en fait, mais non, en fait, il y a un spectre et tu dis, oui, je le place quelque part. Et en fait, selon les cas, ça va s'adapter. Mais le ça dépend, le selon, tout ça, t'as l'impression que non, c'est pas besoin. Moi, je prends exactement ce que t'as dit mot pour mot, qui souvent ne marche pas du coup, parce que c'est trop. Et c'est compliqué. En fait, souvent, tu te prends la tête dans la création de tes contenus pour dire, alors attends. Comment je fais pour appuyer fort sur la nuance pour que ça soit pas vu, pour que ce que je dis ne soit pas déformé et qu'en fait les gens retiennent le mauvais message. Et c'est pas simple, mais en même temps le challenge est cool. Mais des fois quand tu lis les commentaires, c'est agaçant de te dire putain, ça a pas été pris comme je le voulais, et là c'est un petit échec, quoi. Quand tu nuances trop, ça peut aussi saouler les gens, quoi, tu vois, parce que les gens ils veulent aussi des opinions un peu plus tranchées, ce genre de choses. Ils veulent pas mettre les choses en pratique. Ouais, donc c'est ce qui saoule après. Mais quand je vois moi des fois des gens sur certains compléments alimentaires, ou tu vois, il y a eu toute la mode là autour le complément à la mode, Collagène. Pardon, oui, du collagène. Et tu vois, je me dis, non mais tu vois, le collagène, je me dis, on a les mecs qui se mouillent, tu vois. Aussi bien ça marche pas, mais avec le peu de recul qu'on a aujourd'hui, je dis les gars quand même. Vous pouvez pas juste dire que on sait pas trop, quoi. Je sais pas, tu sais ça. Il faut absolument que les gens te disent oui c'est bien, oui c'est pas bien, tu vois. Alors qu'il y a très peu de recul encore sur ça, ou oui il y a des études, mais bon voilà. Bref, j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi les gens veulent être autant tranchés des fois sur des trucs où on peut se dire on va peut-être pas se mouiller, quoi. C'est sur tout ça. Alors une question de Towidzi. Y a-t-il un contenu que vous avez regretté d'avoir publié ou que vous aurez aimé faire différemment? Tristan, est-ce que tu as des... Bon, toi, tu publies plus grand-chose donc... sur ta chaîne YouTube. Mais comment t'as réglé le problème? J'ai rien regretté sur les Voilà. derniers mois. Pas de problème. Et là, il n'y a plus de problème? Non, jamais rien regretté. Les seules choses que tu regrettes a posteriori, c'est parce que, en fait, par exemple, dans les aventures storytelling, entre autres, tu apprends tellement plus que ce que tu arrives à retranscrire. À chaque fois quand tu regardes le projet, t'es en mode j'ai réussi à transmettre énormément, mais ça m'a tellement plus appris. Enfin, c'est dommage que j'ai pas fait plus de vidéos, c'est dommage que j'ai pas réussi à mieux transmettre les choses. C'est plus ça la limite, mais sinon tout ce qui est sorti, infiniment content. Moi je préciserai pas exactement où c'est parce que personne ne le retiendra et en fait il y a que moi qui m'en rappelle, mais il y a un contenu où involontairement, parce que je l'ai réécouté après, je me suis dit ah oui, j'ai attaqué quelqu'un en fait sur sa méthode. Lui s'est reconnu. Tu l'as cité ou pas? Non. C'est smart déjà, t'as le droit d'attaquer. Moi c'est ce que je dis, par exemple, tu cites pas les Oui termes. mais c'était pas en fait. Si tu désignes pas quelqu'un, tu peux combattre une idée. Ouais mais je me suis mal exprimé quand je l'ai dit en fait. Et du coup je comprends que la personne l'ait pris personnellement en mode c'est pas cool d'avoir dit ça. Ah, mais tu me donnes un peu de contexte là parce qu'il faut qu'on sache. Ouais mais c'était sur un truc de quand j'étais gamin, une autre méthode et en fait je ne connais pas la personne directement, j'ai juste repris un truc qui était une image que je me faisais dans ma tête et c'était très approximatif et c'était sur du podcast, donc en fait il y a aussi la vérité que quand t'es 1h30 sur un truc et que t'as pas justement un script où t'as écrit tout ce que tu dis, forcément tu peux pas être on n'est pas des robots, donc on dit pas que des trucs parfaits tout le temps,
Mais il m'a écrit après et je me suis excusé. Enfin, j'ai essayé de dire désolé. En fait, je me suis mal exprimé là-dessus. Mais c'est ce genre de moment où en fait, moi, mon but c'est pas d'attaquer des gens, c'est d'attaquer des idées potentiellement et de les débattre, mais de rester dans ce côté-là de la chose, quoi. Ouais, bon, au moins c'est bienveillant et puis tu as le regard critique sur ça, tu sais reconnaître l'erreur, donc c'est pas l'erreur. En soi, tu l'as pas cité, donc bon, c'est pas forcément très très grave. Mais Et toi, qu'est-ce que tu regrettes ? bah moi, il y a un contenu là qu'on a fait récemment en fin d'année, c'était sur devenir papa quand on est coureur. Je regrette parce que à un moment donné, la question de l'écologie se pose dans le sens où il y a souvent cette chose que tu peux entendre quand t'es père, c'est en gros, oui, mais faire un enfant dans la terre, qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants, ce genre de choses. La question, elle est un peu vite fait venue sur la table. Et j'étais avec Casquette Verte qui a répondu brièvement en disant que pour lui, c'était pas forcément un sujet. Et en fait, on a fait 1h30 de podcast où vraiment, c'est deux jeunes papas. En plus, moi, comme on est jeune papa, c'est un peu le côté, tu sais, comme deux jeunes marathoniens ou deux jeunes ultra-trailers. Tu sais, t'as encore plein de magie, c'est ton premier. Tu vois, je voulais vraiment ce côté très, les mecs, ils sont, ce côté très innocent et très naïf de la parentalité, parce que je trouve ça joli. Puis c'était un moyen aussi de concrétiser ça. Et c'est un bel échange, je trouve. Et finalement, j'ai reçu des centaines et des centaines de messages hyper agressifs parce que on n'a pas eu un discours très catastrophique autour de l'écologie. Et je savais qu'il fallait que je coupe ce passage. Je me suis dit, je sais que ça va, les gens vont retenir que ça. Et là, tu te dis, juste pour 30 secondes de podcast, finalement, ça cristallise, ça crée des débats pas possibles. Voilà, et tu te dis, c'est de là, ça se trouve, rien que ça, de dire ça, tous les gens vont retenir que le passage. Ils vont aller regarder. Ils vont retenir, non, comment ça, tu trouves que c'est pas l'écologie? Tu sais, les gens sont vraiment hardcore sur ça. Guillaume, t'as un enfant. Guillaume n'a pas dit qu'il n'aimait pas l'écologie. Non, et que mais c'était... pas du tout. Je sais pas. Non, mais tu vois, c'est ça, c'est le truc, on va sur 1h30 de contenu, tu te dis, il y a une petite phrase. Et les gens, enfin, une certaine catégorie de personnes vont retenir que ça, et tu vas te prendre des centaines de messages à cause de ça. Et voilà, et même, je me suis pas forcément rendu compte aussi que la parentalité, le fait d'avoir des enfants, ça touchait aussi peut-être l'intime chez certaines personnes, et que ça pouvait créer des réactions vraiment très nerveuses. Quoi. Voilà, ça, je m'étais pas douté. C'est dur parce que tu fais un contenu sur ton enfant, c'est un truc très émotionnel, très personnel. Et tu te prends des sauts de caca, quoi. Donc tu te dis bon, voilà, c'est parti. Tu t'y attends pas, quoi. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est. Surprise. Voilà, j'aurais peut-être dû couper ce passage. C'est ça. Bon, voilà pour le suite. Alors, on a Bayron qui nous demande si vous deviez créer un contenu dans un univers totalement différent, hors sport, lequel serait? Que vous avez d'autres passions d'ailleurs que la course à pied, messieurs? Du coup, non, de base, je t'aurais dit la F1, les sports mécaniques. Ah ouais, tu auras des problèmes toi aussi. Hein. L'écologie, là, ça y est, Oh là là, allez. Mais comment Nico peut dire qu'il est... On s'en va. Bon, allez, fin de carrière. Fin de carrière. Là, Merci, bonsoir. Et non, en ce moment, je te dirais, assez logiquement, mais une passion qui est devenue une passion. T'aimes la F1 alors? Quelle écurie tu supportes? Attends, je vais dire un vrai truc, parce que l'entrepreneuriat, en fait, je trouve ça passionnant parce qu'en fait, c'est comme le sport, en fait, le sport de haut niveau. Il y a plein de trucs, en fait, quand tu comprends ce qu'est l'entrepreneuriat, il y a tellement de trucs sur lesquels tu peux travailler que c'est passionnant. Donc toi, tu ferais des contenus autour de l'entrepreneuriat? Ouais, en fait. Tu pourrais documenter campus, comment tu crées ça, Nico, comment tu vois des formations à Infopreneur à 180 € par mois, tu sais, comme les entraînements marathon. Ah putain, je peux te dire que si on avait voulu faire de l'argent facile, tu fais pas campus, tu fais infopreneur, tu vends tes formations. Je n'en connais pas, donc c'est bon. Non, mais par contre, tu pourrais documenter un peu. Il y a plein de boîtes qui font ça, tu vois, qui documentent un peu la création. J'adorerais, mais c'est ce que j'allais te citer. Il documente vachement, c'est sympa. Hein. Moi, je trouve ça très cool. Enfin, justement, ça démocratise un peu. Théo Lyon. Et j'adorerais faire ça, mais faut avoir, faut avoir le temps. Mais lui, il a cette chaîne YouTube là. Il a pas une chaîne YouTube sur la course à pied. Donc, je vais pas recréer une chaîne YouTube à côté sur. C'est utopiste, mais je trouve ça très cool, les gens qui le font, et j'aimerais qu'il y en ait plus. Parce que lui, il le fait bien, mais en vrai, j'en connais pas vraiment d'autres. Peut-être qu'il y en a d'autres. Ce qui est chiant, c'est que... c'est pas facile. C'est surtout qu'en France, par exemple, tu vois, aux États-Unis, c'est très bien vu
qu'un grand chef d'entreprise crée du contenu pour partager ses méthodes, comment il a les difficultés qu'il a rencontrées, tout. En France, si un chef d'entreprise fait ça, c'est putain, mais il a que ça à faire. Franchement, il peut pas diriger sa boîte. Tu vois? Non, mais franchement. Et puis tu t'exposes au fait que tu réussisses. Donc, Oui, c'est clair. Et du la coup, réussite peut être mal vue aussi. oui, mais du coup, comme la nature a horreur du vide, bah, c'est des gens qui sont pas forcément des vrais entrepreneurs. Comme il y a une demande, qui prennent la place et qui vont raconter comment créer une entreprise, alors qu'ils ils ont créé une entreprise pour dire comment on fait, enfin, tu vois, qui sont Le coach de coach de coach. Ouais, bon. Après, voilà, dans l'éducation, il y a plein de profs, tu vois, si tu apprends pour enseigner aussi, c'est pas forcément une mauvaise chose, tu vois. Voilà. Sinon, les facs d'histoire, il y a plein de voilà, trucs qui, voilà, c'est assez normal. S'il y a un domaine où, quand même, pour pouvoir donner des conseils, il faut avoir vécu 2-3 trucs, je pense que. Non, mais c'est clair. Mais en tout cas, ça serait pas bien vu, tu vois. Je pense que si un entrepreneur, je sais pas, tu prends. Déjà, voilà, ça va être mal vu. On va dire, il a que ça à faire. Alors qu'aux États-Unis, c'est quelque chose qui se fait assez naturellement. Et c'est un peu pareil pour les sportifs de haut niveau. Pourquoi il y a plein de gens qui sont pas forcément des athlètes de haut niveau qui prennent la parole et qui ont beaucoup d'influence sur les réseaux sociaux? Parce que si aussi les athlètes professionnels ne le font pas, parce que tu vois, il y a plein d'athlètes, quelques-uns qui le font, ils sont très critiqués parce qu'ils le font. Oui. Et bah du coup, s'ils ne le font pas, bah, c'est d'autres gens qui connaissent un peu moins bien le sport qui vont le faire à leur place. Comme je l'ai dit, la nature a horreur du vide. Donc voilà, il faut que ceux qui maîtrisent un domaine partagent. C'est toujours intéressant l'exposition de connaissances. Et toi, Guillaume, tu ferais quoi si t'avais pas un podcast sur la course à pied? Tu ferais un podcast sur le triathlon ou pas? J'en ai fait un podcast sur le triathlon. Ah, en plus, c'est bon, bref, on va pas revenir sur ça. Peut-être qu'un jour, on a dit, on fera une saison capsule. Moi, écoute, c'est un projet en cours, mais j'aimerais beaucoup travailler autour des. Moi, je suis passionné par les gens passionnés. Et j'ai une admiration énorme pour toutes les personnes qui se donnent dans leur art ou dans leurs compétences. Donc, il y a par exemple les meilleurs ouvriers de France, où il y a des gens qui vont arrêter pendant un an, qui vont préparer le concours et qui vont vouloir être dans l'excellence dans ce qu'ils font. Ils vont vouloir tendre vers l'excellence. Et moi, ça me passionne, quoi. Quand j'étais petit, je regardais plein de documentaires, les reportages, ces trucs qui diffusaient le samedi là, sur TF1. Quand j'étais petit, je regardais ça. Moi, je regarde toujours. Ah, Pas besoin d'être petit. Ça existe encore, ça? Ça existe encore, ça? Bah, ouais, enfin, t'as toujours des chaînes pour faire des reportages sur des grands chefs, vraiment l'exigence de. Tu te rends compte, en fait, pourquoi ils en sont là. Et j'ai un exemple récent aussi un chef X étoile là qui va quelque part et moi j'ai commencé ici et le gars il dit je prends ma retraite l'année prochaine. Il dit bah pourquoi faire? Le gars il avait 75 ans, il tombe mais jamais de la vie, c'est le meilleur truc du monde, moi j'arrêterai quand je serai mort. Enfin tu vois la passion de ces gens là aussi qui est inspirante. Ouais, c'est incroyable, les gens ils se donnent à fond, c'est des compétiteurs. Et j'avais rencontré les meilleurs ouvriers de France, donc le collectif entre guillemets, je crois que c'est pas une association, voilà, je les avais rencontrés, on devait lancer et tout. On avait cherché des financements, et moi je me suis dit, on va financer ça. Il y a plein d'entreprises qui vont vouloir financer ça parce que c'est trop bien, c'est savoir-faire français, c'est l'expertise, tu vois, c'est des valeurs qui sont hyper bien quand tu as une marque. Bah, ça va intéresser personne, on a eu beaucoup de mal à le vendre. ça c'est la claque, tu vois, des fois tu te dis, en fait ça intéresse que moi. Et finalement là on a un peu, voilà, la boîte tourne bien, donc c'est ce genre de projet j'aimerais bien financer. Ça pourrait être autofinancé maintenant. Voilà, maintenant on pourrait le financer par Synanade Productions parce que et j'ai trop envie de mettre ces gens-là en avant. Il y a plein de gens vraiment qui sont hyper inspirants et voilà. Donc ce serait plus sur ça que je le ferais. Allez, Foxrun qui nous demande à quand une course campus DLTDC? Ça revient souvent aussi. Je sais pas si vous on vous le dit, mais moi il y a plein de gens qui me demandent quand est-ce que vous faites une course, quand est-ce que vous organisez une course. Moi j'ai tous les trucs dans la tête de tout ce que ça implique. En fait il y a plein de projets très cool comme ça qu'on a dans un coin de la tête, mais entre vouloir le faire et se dire on se lance pour que ça soit quali, parce qu'en fait les organisateurs de courses au passage on va leur tirer notre chapeau parce que c'est hyper dur d'avoir un truc qui est super quali où les gens repartent, tu sais, au moindre truc tu vas dire ah mais ça c'était pas bien, alors qu'en fait ils ont donné leur vie pour faire le truc et c'est ingrat comme métier, et c'est un métier déjà pas simple. Mais en vrai, ça serait génial. Mais je garde ça. C'est comme quand on nous dit le triathlon sur campus. Ouais, c'est cool, mais vous savez pas déjà tous les projets qu'on a sur la course à pied. Donc un jour, c'est un petit rêve, mais faut pouvoir le faire, quoi. Mais quand tu dis ça, là c'était l'ultramarin très récemment où l'ultramarin, un trail que tout le monde veut faire, et il y a tellement de gens qui ont essayé de s'inscrire. Genre il y a des gens qui ont envoyé des messages d'insultes et tout, les gens ils sont zinzin quoi. Parce que le site est devenu down. A planté. Trop de connexions.
T'imagines, t'es l'organisateur, là, ça, tu travailles dessus et tu te prends un saut de merde alors que, bah, les gars, j'essaie. Parfois, ils sont bénévoles, les gens, tu vois. Enfin, c'est vraiment. C'est pas des métiers où t'es. Ouais, c'est pas. Bah, on l'a fait, nous, avec le petit triathlon qu'on a fait, mais c'est vrai qu'en 20 minutes, on a vendu toutes les places, quoi. C'était assez dingue, mais voilà. Et puis si on le fait, on va vouloir bien le faire, on va vouloir faire différemment, on sait que ça va devenir une usine à gaz, le truc, ça va nous prendre tout notre temps. On se connaît. Et voilà, mais franchement, je suis sûr qu'on le fera un jour, ça c'est sûr. Un trait de votre personnalité que les gens ignorent. Tristan, qu'est-ce que tu dirais sur ça? T'as une idée pour moi? Non, parce que vous connaissez bien, donc. J'ai vu cette question avant le podcast et j'ai dit spontanément ce que je ne savent pas les gens, bah je suis un connard, tout simplement. Je suis un sale type. Il y a pas un trait de personnalité comme ça qui dit tiens les gens. Le fait d'être en retard, peut-être. Bon, ça, c'est connu, on le dit tout le temps. Ouais, on dit tout le temps dans les émissions. Le truc, c'est qu'en vidéo, c'est pas un trait de personnalité d'être en retard. Au bout d'un certain moment, ça le devient. Ça commence à te définir en tant que personne. Mais non, en vrai, je suis assez comme dans les vidéos, comme en vrai, je pense. Donc, j'ai pas trop de différence. Puis en plus, en podcast, on n'arrête pas de dire que j'arrête pas de manger. Donc, voilà, gourmand, trait de personnalité, tout le monde le sait. À part en retard, je vois pas ce que je pourrais dire. Et toi, Nico? Lui, il a dit. Hein? Dit, non, lui, non. Déjà. Non, je vais dire, moi, je suis râleur. Bah, il y a Elodie qui rit derrière, là, donc. Râleur, en fait, par exigence malsaine dans toutes les situations, et il y a toujours un truc qui pourrait être mieux et qui. Bref, c'est chiant d'être moi. Tu sais, l'ingénieur, en fait, qui surréfléchit tout et qui, du coup, il n'y a rien qui va parce que tout peut être amélioré. Et c'est fatigant. Mais tu râles, genre tu ronchonnes et tout. Ça, c'est pas. Ouais. Tu sais que ça, c'est contagieux, ça, faut faire attention. Oui, mais chacun nos tares, hein, mais. Et toi? Bah moi je pense que c'est plus mon côté introverti, parce que je suis quand même extraverti, introverti, je suis les deux, parce qu'on est soit introverti, soit extraverti, soit les deux. Et comme du coup je suis très hyperactif, à bouger tout le temps, je pense que les gens ont une vision de moi qui est souvent fausse. Et c'est vrai que dans le privé, je suis quelqu'un de très calme, de beaucoup plus sage, discret, et que ce que je peux l'être dans la création de contenu. Donc voilà, je dirais ça. Mais c'est souvent un trait commun chez les créateurs de contenu, pour en fréquenter quand même pas mal. Des fois, tu as des vraies différences. Des gens qui sont très calmes et posés et très excités en dehors des caméras, et des gens l'inverse, des gens qui sont pareils. Et voilà. Et après, c'est vraiment moi, hein. Mon trait de personnalité, c'est vraiment moi. C'est juste que c'est qu'une facette, quoi. Mais les gens voient toujours qu'un trait, quoi. Une dernière question avant de passer aux questions autour de la prépa marathon. Le compliment qui vous a le plus touché, celui qui vous a le plus vexé. Est-ce que vous avez comme ça en tête un compliment, un commentaire? Celui-là, il l'a préparé. Celui qui m'a le plus touché en compliment. Bah, des fois, on a quand même des messages, tu vois, parce que, de par gens exemple, moi, ce qui me touche dans les messages des gens, c'est quand ils vont raconter une partie de leur histoire. Ouais, que, là, je peux t'en citer deux de tête que j'ai reçus récemment. Typiquement, quelqu'un diabétique, il pensait qu'il n'aurait jamais accès au sport, et puis en fait, au final, il arrive à finir son Ironman, et puis, bon, après le diabète, t'as des équipes cyclistes pro qui sont justement tous diabétiques, etc. Mais bref, une personne qui pensait qu'il ne pourrait pas et au final qui peut, et un autre message, quelqu'un qui a perdu un de ses proches, et puis de ce deuil en fait naît la volonté de se mettre au triathlon et de grandir par ce sport, et puis quelque part d'achever une aventure en hommage à cette personne qu'il a perdue. Et donc dans son aventure, il me dit que du coup mon contenu l'a accompagné, etc. Enfin, ça évidemment c'est des messages qui touchent, mais après en termes de compliments, pas trop, parce qu'on complimente mon travail à la limite, mais je fais une différence entre le travail entre ce que ma production et moi, donc en bien comme en mal. Et un message qui t'a vexé? Tous les jours. Bon, t'en as bien eu un. Ouais, moi je sais pas. Après, comme j'ai de l'ego, c'est à partir du moment où on dit que que t'es une merde. non, mais quand on essaie de remettre en question, moi ça me dérange pas d'avoir tort, mais faut accepter de débattre longtemps avec moi. Le problème c'est que Internet c'est une très mauvaise place pour débattre, donc en général ça m'agace parce que c'est pas fait pour quoi. Et toi, Nico?
C'est bien si tu m'as laissé un petit peu de temps, parce que j'étais vraiment... Qu'est-ce qu'on va broder? Enfin, je pense que ce qui me plaît le plus aujourd'hui, parce qu'avec le temps, c'est quand les gens parlent d'authenticité. Ouais. Parce que du coup, tu pourrais te dire qu'à force, tu peux perdre un peu ce côté-là. Et moi, ce qui m'intéresse dans le contenu, c'est d'être moi, en fait. C'est pas de jouer un rôle. Évidemment, t'es pas comme dans ton canapé dans la vie avec tes potes, mais d'essayer quand même d'avoir de ce que ça te ressemble un maximum. Et je veux être encore plus sans filtre, en fait, dans le futur, sur dire les choses moins scriptées, potentiellement mes trucs aussi. Même si c'est plus approximatif, c'est pas grave, j'assume. Ça sera moins précis, mais ça sera plus parler de coureur à coureur. Et quand on me dit ça, ça me renforce dans mon contenu au final. Ouais, mais je pense que c'est un ingrédient qui vraiment est un peu la recette du succès, quoi. Parce que tu vois, si tu veux trop montrer que tu es le super expert, que tu maîtrises parfaitement ton sujet, tu perds vachement ce côté très naturel, intuitif que tu vas avoir avec les gens, d'être beaucoup plus naturel avec tes certitudes, tes doutes, tu vois, exposer tout ça. Je pense que c'est vraiment un critère. Enfin, moi, dans les créateurs que je vais consommer, les gens très sur deux, je suis pas sûr que c'est un bon un bon truc, quoi. Pour moi, il y a encore faussement sur deux. Encore plus aujourd'hui qu'il y a 4-5 ans quand je faisais du contenu. En fait, je faisais que ça, donc je lisais beaucoup, je me documentais. En fait, plus le temps passe et moins je suis expert de la théorie de la course à pied. Parce que aujourd'hui, mon sujet principal, c'est gérer une entreprise. C'est pas d'être le plus précis sur le contenu. En plus, ça, je l'ai laissé dans ma tête. J'ai fait le deuil depuis longtemps de le laisser à Tristan. Et ça me va très bien parce qu'on est associés. C'est lui qui se prend tous les scuds, tu sais, tous les missiles. Mais du coup, en fait, moi, je joue encore plus sur ce que je vous raconte, c'est lié à mon expérience. Évidemment, j'essaie quand même de me servir de ce qui existe. Mais si vous voulez de la précision, c'est sûr que si Tristan il regarde mon contenu, il va pouvoir dire à peu près dans chaque contenu, ah ça j'aurais dit différemment, mais ça me va, moi je l'accepte parce que je suis pas là pour être dans la précision. J'essaie juste de pas dire de grosses conneries. C'est pour ça que des fois je lui fais relire des trucs et je lui dis là c'est bon, je dis pas une connerie monumentale, parce que bon, il y a quand même une image qu'on doit avoir pour véhiculer la bonne parole, mais ça me va de pas être l'expert en fait. Je suis pas un expert de la course à pied, je suis un amateur éclairé, on va dire. Eh bien écoutez messieurs, ce que je vous propose, c'est qu'on passe maintenant à la partie 2 de cette FAQ, où on va s'intéresser à la prépa marathon, à toutes les questions que nos auditeurs se posent, et elles sont nombreuses. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille chercher le dessert avant de passer à cette partie 2. Allez. Si ça vous va. Ah, les joies du montage, ça y est, on a cette petite bûche de nouvel an qui vient de nous être servie. Messieurs, je vous propose de commencer cette deuxième partie avec une question de Claire Costaud. Ce que vous auriez aimé savoir avant votre première prépa marathon. Tellement de choses. Tiens, un truc comme ça que vous auriez aimé savoir. Bizarrement, j'ai l'impression que je m'entraîne, même si je cours plus, si dans mes préparations suivantes, je courais plus, je pense que je me suis entraîné plus fort sur ma première prépa marathon parce que genre tout était à fond. Les endurances, les joggings sont à fond. Les fractionnés, c'est du 10 sur 10 ou rien. Et si on m'avait dit que je pouvais m'entraîner un peu moins fort, je pense que j'aurais peut-être kiffé un peu plus ma prépa. Et deuxième truc, alors ça peut paraître surprenant, mais quand j'ai commencé à courir, je prenais les transports pour aller courir dans un parc au lieu de... C'est totalement débile ce que je vais dire. Au lieu de juste courir à partir en bas de chez moi. Parce que je me disais, faut pas que je cours sur le bitume. En bas de chez moi, il n'y a que du bitume. Donc, faut que je me transporte jusqu'à... Pourquoi tu voulais pas courir sur le bitume, je comprends pas. Parce que tu sais, je commençais, 2017. Je me suis dit, je fais 90 kilos. Faut une surface meuble, etc. Et du coup... On se blesse moins, tu sais que c'est faux. Et donc, mais t'imagines la friction à l'activité physique que ça a engendré de te rajouter une demi-heure de transport aller-retour. Bref. Je sais pas quoi dans un parc, quoi. Donc, voilà ce que je changerais. Moi simple, c'est bien, c'est que ça va coller encore avec ce que je dis aujourd'hui, mais de s'y prendre plus tôt. Parce que j'ai fait l'analyse de mes premières prépas marathon il n'y a pas longtemps, et à chaque fois c'était du 10 semaines avant, et avant je m'entraînais pas au niveau. Donc en fait l'accélération du volume elle est trop forte, et soit je finissais blessé, soit pas assez préparé, mais dans les deux cas il manquait quelque chose, quoi. Deuxième question de Kairom. Si vous deviez choisir 3 séances clés dans la prépa marathon, lesquelles seraient-elles et pourquoi ?
quel enfer. 3 séances clés. Attends, c'est pas une, c'est. Là, c'est précis. Hein. Bah, étant donné que C'est précis. Bah, et puis surtout, la manière dont j'envisage l'entraînement, il y a rarement 2 fois la même séance. À la limite, tu peux en faire une sur lesquelles tu vas boucler tous les 1 ou 2 mois pour te tester, voir des progrès, etc. Mais c'est pas un test, c'est une séance quoi. 3, j'irai chercher une un peu dans les extrêmes, une séance de 400, une séance de 1000 et une séance de tempo avec des intervalles de 20 minutes. Ah, c'est marrant, pas sorti longue. Non mais si, c'est-à-dire que Oui, mais- si j'en choisis 3, endurance fondamentale, fractionné et sortie longue, et puis t'as les 3. Non, il faut que tu sais. Non, je pense qu'il séance, parle tu vois. de séance de fractionné, je pense, non? Ouais, c'est ça, ouais. Ah Non, non, mais- c'est une séance. Non, mais le tempo, typiquement, tu peux mettre sur ta longue si tu veux. Mhm. L'intervalle de 20 minutes, t'en fais entre 2 et 4 au tempo. Voilà. Après, Ouais, mais si tu dois préparer un marathon, pardon, mais tu vois, avec c'est- 3 séances. Mais tu vois, c'est ça qui m'embête, c'est que. si tu dois préparer t'as pas le choix. Je te dis, il faut que tu prépares le marathon de Paris là. Tu peux faire que 3 séances. Bah, sur mes 1000, je choisis celui du milieu, allez, j'en fais 6. Sur mes. Qu'est-ce que j'ai sur mes 400 Donc 6 fois 1000. Sur mes 400, bah, j'en fais 8. Donc tu fais 6 fois 1000, 8 fois 400. Ouais, c'est light. Hein. Et Ah oui, effectivement, là, bah, t'as. ça dépend avec la vitesse que tu Oui, le c'est cours. vrai, c'est vrai. Si ton 400 tu le cours à l'heure C'est un 5000, oui, traquenard, cette vaut question, mieux en là. faire 15. Mais si tu le cours à l'heure 1500, vaut mieux en faire 8. Mais si je dois en choisir que 3, je vais pas prendre de l'allure 5000 puisque je peux déjà faire de l'allure 10 000 sur mon 6 x 1000. Et après sur mon tempo, ouais, 3 x 20. Ouais, t'es d'accord avec ça, 3 toi x 20, ça fait une grosse séance de tempo. 2 fois Bon, 20. moi, je vais compléter en te disant que la séance que je préfère, parce que j'interprète la question comme je veux, et la séance que je préfère, c'est la petite sortie longue quand t'es sur ton 2h30 avec pas mal de tempo marathon et que t'es en forme et que tu dis, bah c'est cool. Parce que tu te sens. En fait, tu vas chercher ce moment-là dans la prépa. Le moment où t'es vraiment en forme, que t'arrives à enchaîner, que tu te dis, waouh, c'est cool la course à pied. Comment détermineriez-vous la durée idéale d'une préparation marathon 8, 12, 16 semaines selon le niveau du coureur? C'est Chloé Gervais qui nous demande ça. Je sais pas si vous avez bien compris la question. Comment on détermine la durée idéale pour une prépa marathon? Bah, c'est simple, plus c'est long, mieux c'est. Ouais, mais non, mais moi je suis. Bah non, pas plus. plus Bah c'est long, si, mieux c'est. bah regarde, moi je vais dire ce que si tu Oui, prends mais après, attends, si il tu faut- prends les deux extrêmes du spectre, donc celui qui débute et celui qui est expert. Celui qui débute, tu vas vouloir une longue période de préparation parce que comme il commence de zéro, il vaut mieux être très progressif et avoir une mise en charge. Bah déjà, avant même de me mettre en charge, juste quelques semaines, voire quelques mois ou juste d'appréhension du sport pour commencer à mettre de la fréquence d'entraînement, etc. Donc tu as besoin de beaucoup de semaines. Et quelqu'un qui est expert, il commence à devenir tellement... Enfin, il a poussé son niveau de performance tellement loin que de toute façon, en 8 semaines, il n'arrivera jamais à son pic de forme. Donc il a besoin de beaucoup de semaines pour justement avoir une grosse mise en charge, mais réussir à monter haut et à maintenir un haut volume le plus longtemps possible. Donc en général, les plus hauts volumes, tu le maintiens pas beaucoup, mais c'est pour ça que sous 16 semaines, moi ça me paraît... Non, mais 16 semaines, c'est. Moi, je pense que la prépa marathon, le 12 semaines, il y a quand même, on va dire, même dans les autres. Tu vois, même aux États-Unis, même dans d'autres pays Encore une fois, d'Europe. ça dépend ce que tu veux dire. Parce que si 12 t'as- semaines, ça quand même, c'est pas un consensus, mais tu le retrouves quand même beaucoup, cette notion de 12 semaines. Parce que pour moi, la prépa marathon, si elle est trop longue, t'as pas la magie aussi de la prépa, entre guillemets. C'est-à-dire que tu sais, c'est très impliquant une prépa marathon. Tu y penses tous les jours, matin, midi, Mais est-ce que soir. toi, parce que Tu toi, vois, tu si c'est penses trop que à la long, toi, tu je penses trouve que que à la c'est- période spécifique. Oui, oui, Moi, je mais te parle bah, juste là, du- c'est ça. C'est que te dire, Je te parle juste du moment où tu t'entraînes, tu t'en fous un peu, et au moment où tu te mets un petit coup de collier, tu te dis ok, à partir de maintenant, je suis régulier, mais les premières semaines sont faciles en fait. C'est d'ailleurs tout le problème de nous sur campus, des gens qui comprennent pas forcément. Ils disent vos premières semaines sont faciles. Bah oui. Bah oui. Bah En oui, fait, mais c'est pas. Toutes les prépas marathons, si des premières semaines sont faciles. Sauf les allures, ça peut-être dépend. les allures T'as spé. t'as un plan marathon Sauf de les 8 allures semaines, spé, ouais. t'as intérêt à ce que tes premières semaines elles soient pas faciles. Ouais, c'est Parce sûr. que sinon, c'est plus une mise en charge, c'est un lance-roquette que tu. C'est un tremplin que tu me prépares. Donc ça dépend d'où tu commences. Une préparation de 8 semaines sur marathon, si tu me dis oui, mais par contre, attention, parce que gamin, faut commencer, faut déjà courir X fois par semaine, faut déjà avoir fait des fractionnés. Les prérequis pour rentrer sur le plan, c'est XY. Bah, je te dis 8 semaines, très bien, mais c'est très souvent pas comme ça que les gens le pensent. Comment déterminer l'allure cible idéale pour le jour du marathon? C'est Sylvain Père qui nous pose cette question. Comment tu fais, Tony? Comment t'as fait, toi, d'ailleurs? C'est pas si évident que ça. Hein. C'est pas si... Parce qu'il faut Non. être quand même assez ambitieux, en même temps pas trop. C'est... Enfin, tu vois, réaliste, coup, mais ambitieux. Je vais aller dans le sens de ce que disait Tristan juste avant. C'est
En fait, pour moi, la manière de vraiment connaître ton allure, c'est d'avoir suffisamment de semaines avec des sorties suffisamment longues et avec suffisamment de tempo marathon pour l'avoir bien expérimenté, l'avoir jaugé et te dire là, je suis bien. Je dis pas que je vais tenir 42 km, mais je me sens vraiment dans cette zone où ça va. Et en fait, moi, si tu me donnes 3 sorties longues vraiment suffisantes, en fait, ça suffit pas quand il m'en faut. Parce qu'il suffit qu'il y en ait une où t'étais c'était pas le bon jour, t'étais fatigué, une où il y avait du vent. Bon, en fait, t'es mort déjà parce qu'il t'en reste qu'une pour juger. Et du coup, le fait d'en avoir 5, 6 qui sont suffisamment longues et d'avoir build up ta forme tranquillement, en fait, ça te donne plein d'indicateurs où, en fait, au fur et à mesure, ton cerveau, il se dit ça ressemble quand même pas mal. Si t'as pas d'expérience, tu peux te tromper, mais quand même, quand on te décrit l'allure marathon, comment tu dois te sentir, du coup, tu dis ça ressemble pas mal à ce que j'ai lu et à ce qu'on m'a dit. Mais tu te bases sur quels critères, toi? Tu vas regarder plutôt ton cardio, tu vas regarder plutôt comment tu vas évaluer vraiment si tu es capable de courir cette allure-là sur 42 km? Parce que c'est vrai qu'à l'entraînement, des fois, tu te dis, mais jamais je pourrais tenir cette allure-là, quoi. Tu vois, tu as ce côté aussi un peu. Dans tous les cas, ça, tu te le dis toujours. Enfin, à part éventuellement quand tu es vraiment au pic de forme dans la dernière sortie où tu commences à l'envisager, mais sinon, tout le reste du temps, tu te dis jamais de la vie, je le tiens. C'est comme ça. Donc, ça, faut le noter. Mais après, aujourd'hui, je te dirais, sensation, ça compte pour beaucoup. Mais parce que j'ai suffisamment de marathon derrière. Mais sinon. Ouais, le cardio potentiellement, mais en fait c'est pareil, il faut suffisamment connaître son cardio, parce que moi je le connais aujourd'hui parce que j'ai fait suffisamment de marathons à exactement les mêmes BPM pour dire c'est ça. Mais sinon, pour moi, les allures et sensations, c'est ce qui te permet de jauger. Tu te bases jamais sur tes chronos sur semi ou 10 km justement pour te dire tiens, si j'arrive à faire ce temps-là sur 10 km, je peux espérer valoir ce temps-là sur ce marathon? À une époque, je pensais, mais en fait, la réalité, c'est que j'ai gagné 30 minutes sur mon marathon quand j'ai gagné 3 fois rien sur 10 km. Donc en fait... tu prends Nicolas Navarro, son record sur 10 km, bon, je vais pas dire qu'il est pas ouf, mais il est par rapport à ce qu'il fait sur marathon. On lui donnerait pas 2h05 voilà, c'est impossible, tu vois. Alors que tu as des mecs, c'est des bons sur 10 km, sur marathon, c'est pas fameux, tu vois. C'est ça qui est dur, c'est qu'en fait, oui, ta vitesse va être ton plafond, d'accord, mais en fait, tu peux tellement améliorer ton endurance qu'on ne sait pas d'où tu pars. Et c'est pour ça que souvent, la première prépa marathon, tu vas beaucoup ajuster pendant, parce que tu vas un peu apprendre à te connaître et voir si tu es plutôt endurant ou en fait, si dès que tu fais du plus long, ton corps il dit pas trop. Tu donnes quel conseil, toi, Tristan, aux gens que tu coaches, justement pour les aider à bien évaluer leur objectif sur marathon? J'utilise les 3 critères dont je parle régulièrement, les sensations, la vitesse et la fréquence cardiaque. Et si je dois les prioriser, la vitesse, je la mets en 1 forcément, parce que puisque tu vas baser ton entraînement là-dessus. Mais d'ailleurs, même Fred, je l'ai déjà entendu se dire cette phrase, mais lui, par exemple, même sur les préparations, ça peut m'arriver. Par exemple, imagine, tu as 16 semaines. Les 8 premières semaines, tu vas te fier à la fréquence cardiaque parce que la forme, comme elle est loin, en fait, ça servira à rien de déjà travailler l'allure de course parce que en fait, t'as pas le niveau de forme. Aujourd'hui, ton allure marathon que tu projettes dans 16 semaines, c'est peut-être ton allure semi aujourd'hui, donc tu peux pas faire les mêmes séances. Mais Fred disait un truc du genre, moi j'entraîne des gens pour courir à une allure, j'entraîne pas des gens pour courir à une fréquence cardiaque. Donc tu vois, t'as ce truc de quand même l'allure, je la classerais quand même en 1. Et aussi parce que sur tes séances test, tu te testes à une allure. Et c'est vis-à-vis de celle-là que tu vois ce qui se passe d'un point de vue ressenti et d'un point de vue fréquence cardiaque. Sur l'allure marathon, le problème c'est que c'est pas assez intense et du coup t'as quand même pas mal de variations sur la fréquence cardiaque. Là où sur de l'allure 10 km, même en prenant en compte la dérive, donc la dérive c'est la variation de fréquence cardiaque d'un intervalle sur l'autre. Sur ta séance test, t'as quand même tu vois vite en fait sur le premier 3000. Nous on a un 3000, 2000, 1000 en séance test. Sur le premier 3000, tu vois déjà si t'es dans la bonne zone de fréquence cardiaque ou pas. Sur l'allure marathon, t'as plus de variations. Je pense à tes prépas Nico, où en fait, entre la séance test et le jour de la course, t'as 5 BPM d'écart, ce qui sur un 10 km n'existe pas. En moins, pas. tu veux dire? En moins, le jour J. Donc c'est là où la sensation, je la mettrais en 2, mais vraiment juste derrière la vitesse, quoi, parce que c'est hyper important. En revanche, le problème de la sensation, c'est qu'il faut connaître la sensation que tu recherches. Tiens, une question, je les fais pas forcément dans l'ordre. Ça va revenir un peu sur la question qu'on se posait tout à l'heure sur nos erreurs qu'on a pu faire en prépa marathon. On a Christophe Cure qui nous demande quelle est l'erreur la plus fréquente que les coureurs font lors de leur prépa marathon. Est-ce que vous avez des idées? Moi, je pense comme ça.
Moi, j'en ai, je pense à quelques erreurs. Mais... Moi, en tout cas, celle que On va voir si c'est les mêmes, que je j'ai dis pas. vraiment fait, là, au-delà de. Non, mais les gens, pas forcément toi, les gens. Ouais, que les mais gens font. la... sous-estimer la nutrition. Ouais. Ah, j'aurais pas mis celle-là, moi. Sous-estimer la nutrition par rapport aux problèmes digestifs ou... Ah non, à la quantité qu'il faut pour Ah, finir oui, un oui. marathon et pas se prendre le mur énergétique où tu. Ouais, c'est vrai. Mais maintenant, les gens, ils se gavent vachement de glucides. Hein. C'est un peu Bah, l'effet inverse. peut-être qu'on a suffisamment parlé pour. Ouais. Mais... Ah, mais du coup, t'as l'effet inverse. Tu penses? Ouais, il y en a, ils se gavent. Parce que moi, J'ai on les pas voit l'impression sur les, qu'ils ont on des voit gros sur les problèmes. salons, j'ai pas l'impression que ça change beaucoup. Hein. Ah ouais? Ouais, on a beaucoup de questions justement. Qu'est-ce qu'il faut que je prenne demain? Moi, je trouve les Non, gens- il y en a beaucoup là, t'abuses. Beaucoup, non, Il y en a mais- toujours quelques-uns qui te font Oui, pleurer, t'as mais raison. la majeure partie, ils sont plutôt sur. Tu penses la que ça juste- Je pense qu'en effet, Ouais. ça a beaucoup évolué quand même. Ouais, Ouais, ouais. ça va, je suis mauvaise langue. Et en dehors de la nutrition, si tu penses à l'entraînement ou... Moi, je pense que c'est l'affûtage. Les gens, ils sous-estiment vachement l'affûtage. Ils ont beaucoup peur de perdre de niveau. Ils veulent s'entraîner jusqu'à la veille. Elle est tellement contre-intuitive, cette notion d'affûtage, que voilà, ça, les gens, il y a plein de gens qui foirent leur affûtage et qui arrivent très fatigués le jour du marathon. Souviens-toi, on avait fait un épisode sur l'affûtage. Ouais. On l'avait fait un peu comme ça, pas en last minute, mais on s'était dit, tiens, est-ce que ça va intéresser les gens et tout. C'est vrai. Je me souviens, on s'était dit, bon, est-ce qu'on va... Enfin, alors que c'est l'un des épisodes qui a le mieux marché, quoi. Et en fait, cette notion-là, elle est... moi, je me suis rendu compte en parlant avec les gens, ils veulent vraiment s'entraîner jusqu'à la dernière minute, quoi, tu Ouais, vois. parce qu'elle est à la fois logique et contre-intuitive, ce qui par définition est compliqué. Mais c'est vrai que c'est logique de te dire que tu as accumulé de la fatigue et qu'il faut que tu te reposes. Mais c'est contre-intuitif parce que ça fait des mois que tu t'entraînes, t'as envie de garder ton habitude, quoi. Ouais, t'as envie de rester hyper impliqué, quoi. C'est ça, quoi. Toi, tu as toujours bien géré tes phases d'affûtage ou... Toujours, c'est un grand mot parce que je me rappelle surtout des derniers, donc forcément les derniers, ça fait quand même depuis 5 ans que je suis sur Plan Campus ou avec Tristan, donc c'est cadré. Mais ouais, non, j'ai pas de mauvais souvenirs d'affûtage, mais en soi, tu le sais pas forcément si t'as trop forcé pendant parce que tu vas finir la course, tu sais pas que c'est à cause du fait que t'en as fait trop et que t'aurais pu faire mieux, c'est toujours subjectif. Donc ça qui est dur, c'est que parfois certains vont dire ouais, mais pour moi ça a marché de continuer le plus longtemps possible. Oui, Dire, oui. ouais, mais qu'est-ce qui te prouve que t'aurais pas fait mieux si t'avais ralenti avant? Mais ça c'est toujours Vous pensez à autre chose? Une erreur classique? Bah, après, les trucs classiques, c'est genre partir trop vite. Tu vas se faire avoir par l'allure, par l'ambiance de la course. C'est vrai que sur des distances plus courtes, c'est moins grave parce que bah, la course est plus courte. Le problème du marathon, c'est que quand il reste 17 km et que t'es déjà cramé. Ah bah justement, on a une question de Rémi Juste 09. Que faire si vous réalisez à mi-course que vous êtes parti trop vite ou trop lentement? Et ça, c'est vrai que sur les courses, et on l'a tous constaté, on part et avec l'euphorie du départ, dans le sas de départ, on regarde notre montre et on se dit waouh, 3 minutes 11 au kilomètre. Et franchement, c'est hyper vicieux parce qu'on a vraiment l'impression, même limite, de ne pas être allé vite. Tu vois, et du coup, on peut le payer cher sur la fin, tu vois. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait justement si... C'était déjà arrivé, toi, Nico, sur un marathon, tu t'es rendu compte que tu étais soit trop lent, pas assez rapide? il y a 2 mois sur ce petit marathon d'Amsterdam mais c'était semi-volontaire en fait. Je me suis dit je veux voir ce que ça donne parce que je pense pouvoir tenir une certaine allure. Je l'ai tenu. Au bout de à peu près quand j'ai croisé Tristan, là au bout de 6 km, j'ai commencé à me dire ça tiendra pas tout le marathon. Et là je pense que tu as encore l'opportunité de te dire je mets le frein, je repars sur un bon 5 secondes au kilomètre en dessous, ce qui paraît pas beaucoup mais qui en fait est beaucoup. Et là tu peux retourner dans ta course même si tu as fait plusieurs kilomètres au-dessus. C'est mieux de partir sur la bonne allure, mais c'est pas perdu encore. Mais tu étais parti sur la bonne allure ou tu étais parti un peu plus vite que ce que tu avais prévu? J'étais parti sur le tout en haut de ma fourchette d'allure. Donc en gros, si tout va super bien aujourd'hui, ça pourrait donner ça. Donc tu vois C'était le cas ou pas? Est-ce que tu te sentais vraiment très très bien au départ? Ouais, je me sentais vraiment bien et j'ai appliqué une allure qui est passée dans certaines prépas, dans certaines sorties longues en fait. Mais il y avait quand même la notion de on a préparé pour un cran en dessous, donc il y a un risque à partir sur cette allure-là. Mais c'est vrai que quand on part trop vite, c'est compliqué parce que si tu pars
voilà, si tu pars un peu trop vite, le marathon, comme tu dis, ça peut être long, 17-20 bornes après pour récupérer. Au même titre que si tu pars trop doucement, vouloir accélérer trop vite, ça peut être frustrant parce que tu te dis justement, j'allais super bien, j'ai voulu être un petit peu plus gourmand, tu vois. Donc c'est vrai que cette gestion des allures, elle est hyper compliquée, quoi. Et on passe souvent d'une émotion à une autre sur le marathon. Tout va bien, et en bout de 15 secondes, là, c'est le truc qui nous tombe dessus, quoi. Ça peut des fois être assez... ça peut surprendre. Le marathon, je trouve que c'est très particulier. Enfin, moi, ce qui me fait dire que c'est très particulier, c'est le fait qu'on parle autant du mur du 30e kilomètre, parce qu'en fait, cette sensation de mur, tu l'as au semi au 17e, tu l'as sur 10 km au 7e, enfin, en fait, tu l'as toujours aux 3/4 de la course. La différence, c'est quand il en reste 12, c'est très long, quoi. Donc oui, moi, je trouve que oui, comme tu le décris, en fait, juste se mettre des jalons, on va dire tous les, je sais pas, alors peut-être tous les kilomètres, c'est un peu too much, mais même si tu pars à ton allure, faire un check tous les 25% de ta course. Tous les 5 km, c'est pas mal, parce que tous les kilomètres, ça dépend, tous les 25%, ça fait... Tous les 3 km. Tu vois, ça fait tous les 10 bornes sur 10 km. Enfin, si jamais tu pars à ton allure, ça vaut quand même le coup, au bout de 10 km, de faire un point. Ok, où est-ce que j'en suis ? Mon chrono, il est où ? Mon cardio, il est où ? Mes sensations, elles disent quoi ? Tu vois, même si faut au moins s'en assurer. Et à partir de là, si tu vois que, bizarre, parce que je vois que mon cœur, il commence à dériver un peu plus haut qu'à l'accoutumée, si jamais t'en as déjà fait, c'est le moment de se dire, bon, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je l'attends parce que de toute façon je suis venu pour un record et puis bon si ça pète, au pire au panache ou vaincre ou mourir ou alors et ça rejoint, c'est quoi l'erreur principale que les débutants font, ou alors tu te dis franchement moi je suis venu ici parce que j'ai envie d'être finisher, quel est mon intérêt ? Est-ce que mon intérêt c'est de me dégoûter et donc du coup j'essaie de tenir mon chrono où en fait je vais faire je sais pas 3h48 ou 3h57 en fait pour ton premier marathon, ce qui ne fait en réalité pas grande différence. La seule différence c'est que si tu ralentis maintenant et que la fin de course se passe bien, tu vas très certainement avoir envie d'en refaire un parce que tu vas te dire j'aurais pu faire mieux. Alors que si tu décides de ne pas ralentir, c'est ton premier et t'es en mode non ça va bien se passer et ça se passe mal, tu vas plus jamais vouloir refaire de course à pied de ta vie parce que tu vas vivre un enfer. Et le conseil de découper son marathon par tranche de 5 km. Et du coup, tu fais des 5000, une section de 5000. Là, tu peux réajuster. Tu vois, t'es moins sur le résultat final. Tu te dis, c'est juste que on entend beaucoup ça chez les coureurs pros qui conseillent vraiment de découper en 5000, quoi. Ouais, donc j'ai fait un 5000 trop rapide, finalement c'est pas grave, c'est qu'un 5000 trop rapide, le prochain j'ajuste sur et marathon, comme ça je me rééquilibre sur marathon. Oui carrément, et puis au bout d'un moment même t'as des stratégies mentales pour tenir où tu coupes par beaucoup plus court que ça, jusqu'au prochain ravito, jusqu'aux prochains arbres, jusqu'à la prochaine poubelle donc oui le fait de découper et de rejauger ça fait bien. On a une Tu voulais dire quelque chose, Nico ? Ouais, en fait je trouvais intéressant sur ce que tu disais de compléter qu'en fait l'état d'esprit que tu vas choisir d'avoir sur une course, soit tu le choisis avant, soit en fait juste se poser la question qu'est-ce que je veux, parce que prendre un mur, pas finir dans le en fait si c'est un choix et de se dire ouais mais là j'ai envie d'attaquer sur cette course là, ok, mais faut pas après se dire du coup faut pas se trouver de mauvaises excuses après. À l'inverse, si on se dit mais moi j'ai envie de le vivre et d'être jusqu'au maximum de ma course dans le plaisir, c'est bien en fait, et ça demande pas de courir 30 minutes en dessous en fait, hein. Souvent sur un marathon tu cours 5 minutes en dessous de ton chrono, t'es dans une zone où c'est génial, donc et est-ce que vraiment ces 5 minutes là ça changera ta perception? Je pense que des fois on surestime en fait la différence qu'il y a entre je me mets la misère et c'était agréable, surtout pour un premier marathon, hein, tu vois. Oui alors, c'est clair. Autant prendre quand même du plaisir et voilà, être un petit peu plus prudent sur un premier. Faut-il systématiquement inclure des allures spécifiques marathon dans les sorties longues ? C'est Tristan Roy, 5 pour être précis, qui nous demande ça. Homonyme. Moi, j'ai jamais fait. Enfin, moi, dans mes sorties longues, j'avais pas de. Les sorties longues, c'était vraiment des sorties longues, j'avais pas d'allure spé. J'avais plutôt footing pendant 10 km, plus après allure marathon. Bon, ça faisait quand même une sortie longue, mais c'était vraiment l'allure cible que je travaillais. Il y a deux questions dans sa question. Pour moi, c'est déjà est-ce que c'est obligatoire de faire de l'allure spécifique ? La réponse est non déjà en soi. Et donc si je voulais apporter un peu plus de grain à moudre, je dirais que plus on avance en expertise dans la course à pied, plus on pratique longtemps, plus ça devient important, plus ça commence à prendre de la place, et plus justement avoir ses repères, etc.
ça joue une importance réelle sur la performance. Là où quand on débute, ne pas en faire, en fait, tu vas avoir la sensation d'être perdu, mais quoi qu'il arrive, puisque c'est la première fois, tu risques d'être perdu. Et c'est ce que, voilà, si je le résume très très rapidement, c'est que parfois, gagner en conditions physiques te fera faire un meilleur chrono que le fait de te sentir à l'aise. Donc à partir du moment où tu arrives confiant sur ta course, en fait, c'est juste ça. C'est est-ce que tu arrives à faire confiance en ton plan et arriver confiant avec un haut niveau de conditions physiques. En gros, c'est si tu as 100 points de conditions physiques optimisés à 70%, c'est toujours mieux que 60 points de conditions physiques optimisés à 100%. Tu vois, si je caricature un tout petit peu. Donc oui, il y a déjà cette question-là. Et après, si tu la mets sur la sortie longue, sur un fractionné, là, c'est méthodologie. Franchement, tu la mets où tu veux. Moi, je la mets sur la sortie longue. Sur tes plans d'entraînement, donc toi, tu mets les allures. Déjà, est-ce que tu fais des allures cibles? Parce que pas tout le monde. Il y a des mecs qui travaillent à VMA, après qui travaillent, enfin tu vois, ou qui travaillent ça. Pas tous les entraîneurs font de l'allure spé. Ouais, puis surtout parce que là on parle du marathon précisément. Pourquoi est-ce que l'allure spé marathon est moins intéressant quand tu es débutant? C'est parce que en tant qu'entraîneur, moi la façon dont je le visualise, c'est que tu parles de quantité de stress par minute courue. Et le problème de l'allure marathon, c'est que tu génères peu de stress par minute courue. Et donc si tu veux générer un stress de séance égal, il faut que tu cours beaucoup. Donc en fait, ça te demande de gros volumes de séances et parfois tu as plutôt intérêt à courir plus vite. Et même si ça t'augmente l'impact, même si ça t'augmente le stress mécanique, etc., en termes de stress physiologique généré, tu vas te créer plus de stress et donc plus d'adaptation, même si tu as l'impression que c'est moins spécifique. Tu as toujours des influences non spécifiques et spécifiques, tu as toujours des moyens spécifiques et non spécifiques de développer une capacité physiologique. Donc c'est pour ça que je dis ça. Et du coup, donc, du coup, sur la sortie longue, mouille-toi un peu. Qu'est-ce que tu fais, toi? Moi, ce que je fais, typiquement, je trouve beaucoup dans les plans campus de l'allure spé. Ouais. Alors la manière dont je l'aborde, dont je l'intègre, c'est de deux manières. D'abord sur un fractionné. Alors, il y a toujours une notion de pré-fatigue, et comme je viens de le dire, quand c'est dans un fractionné, souvent la pré-fatigue c'est fait avec des sprints pour avoir une pré-fatigue nerveuse, une pré-fatigue mécanique, et ensuite tu travailles ton allure de course marathon. Donc globalement, ça ressemble à quoi? C'est tu vas faire 10 lignes droites, plus vite que genre 5 km d'échauffement, plus 10 lignes droites, 4, et après tu pars sprint de 30-40 secondes en côte si possible pour avoir vraiment le facteur musculaire. Ah ouais, là tu y vas, ouais. Vraiment 3 minutes de récup pour vraiment se donner, pour vraiment s'épuiser nerveusement. Et là tu lances ton... Et combien tu mets en... Le max que tu fais en allure cible, c'est combien toi? Le max c'est la séance test 2 fois 30 minutes. Elle n'est pas sur une séance, elle est pas sur un fractionné. Cette fois-ci, elle est sur la sortie longue que j'intègre en seconde moitié de sortie longue. Pourquoi? Parce que là, on va jouer sur un autre ressort. C'est simplement ce qu'on appelle aujourd'hui en sciences du sport la durabilité, mais qui est juste le fait de, en fait, ton corps se dégrade dans le temps. Et donc, en fait, ton allure marathon après 1h30 d'effort est beaucoup plus stressante que quand tu viens de démarrer la course. Je te donne un exemple, comme ça tu vas très vite comprendre. Typiquement, tu cours ton 10 km à 4 minutes au kilo. Ok, donc ton allure 10 km c'est 4 minutes au kilo. Ton allure marathon, bon là j'ai pas fait de calcul, je saurais dire, mais imagine c'est 4 minutes 40 au kilo. 4,30 plutôt. Qu'importe. 4,40 quand tu arrives à 32 km de ton marathon. Donc c'est-à-dire que ton corps s'est dégradé pendant 32 km, il te reste 10 km à parcourir, et imaginons que tu fais un even split, tu fais la même vitesse tout le long, à partir de ce moment-là, ton allure 10 km c'est 4 minutes 40 sur 10 km. Tu vois ce que je veux dire? Il te reste 10 km, tu vas finir au max de ta performance, ton corps s'est dégradé jusqu'au point où ton allure qui était à la base 4 minutes au kill devient 4 minutes 40 au kill. Donc c'est pour ça, excuse-moi, et donc c'est pour ça que je le fais en seconde moitié de sortie longue. Donc je raccroche les wagons parce que du coup tu dégrades ton corps sur la première partie de la sortie longue et donc tu vas récupérer un stress un peu plus important sur le travail de ton allure spé. Là où sur une séance nue, sans ce travail de pré-fatigue avant par la longueur, parce que sur le fractionné, donc je vais chercher une pré-fatigue par l'intensité et sur la sortie longue je vais chercher une pré-fatigue par la longueur. Ça permet d'avoir une complémentarité. Très long comme réponse, désolé, mais au moins non, mais intéressant. Mais tu vois, c'est pour ça aussi que c'est intéressant de discuter avec toi et de comprendre un peu la philosophie de chaque chose. Parce que des fois, on lit des plans, on voit des choses et on se dit, tiens, mais qu'est-ce qu'il a voulu faire, tu vois? Et c'est intéressant d'avoir des fois les tenants, les aboutissants. C'est quoi la réflexion intellectuelle qu'il y a? Parce que des fois, il y a des séances qui paraissent un peu incohérentes comme ça sur le papier parce que tu comprends pas la philosophie ou le but recherché derrière. C'est pour ça que je suis toujours très critique. Quand on nous envoie, on va vous envoyer, tiens, qu'est-ce que tu penses de cette séance-là dans une prépa marathon? Moi, j'en pense rien. Enfin, tu vois, si j'ai pas discuté avec la personne, c'est ce qu'il y a des fois des gens qui disent, mon entraîneur, c'est un fou, il m'a mis ça, qu'est-ce que tu en penses? Il veut que je lui dise, il est vraiment nul ton entraîneur. Mais non, je peux pas comprendre des fois juste avec une séance
ce qu'il a voulu faire. Il faut que je discute avec lui, il faut que je comprenne, parce que des fois, tu as des petites finalités comme ça qui sont un peu subtiles. Voilà, mais ça, bon, pas tout le monde le comprend. Et toi, tu étais quelqu'un qui travaillait beaucoup les allures spé sur tes plans marathons. Est-ce que ça fait évoluer un peu tes prépas marathons en 5-6 ans depuis que tu en fais? Oui, forcément, mais en termes de philosophie, pas tant au final. Enfin, c'est juste progressif dans ce qu'on est capable de mettre, notamment en termes de volume. Au bout d'un moment, on ne peut pas rajouter des fractionnés autant qu'on veut. On ne peut pas les rendre beaucoup plus intenses parce qu'on ne va pas le supporter dans tous les cas. Donc c'est forcément par le volume. Et moi, ce que je dirais sur la sortie longue pour compléter, c'est que son rôle, c'est aussi justement d'habituer son corps aux gestes précis qu'on va vouloir répéter comme un robot de jour J, s'y habituer mentalement pour trouver son allure plus facilement. Comme ça, on va moins varier, on va être à quelques secondes près, on va savoir ce qu'est notre allure marathon, et le jour J, on va éviter de faire le yo-yo, d'être toujours à se dire attends, mon allure, machin. Et le truc important, travailler sa nutrition, parce qu'on peut travailler à bouffer pendant des sorties d'1 heure, c'est cool, mais en fait ce que tu manges pendant la première heure, ça passe tout. Tu peux tout manger la première heure, c'est pizza, génial. Ça passe. Presque. Mais au bout de 2 heures, il y a tu sais, la deuxième heure déjà, ça passe, mais c'est moins bien. Et à partir de 2 heures, souvent, c'est plus compliqué. Et en fait, tu as besoin de ces sorties pour tester ça et le faire à allure marathon aussi, pas forcément à allure footing. Ça t'aide à te dire ah ouais, c'est pas la même chose, et à mieux l'appréhender pour que le jour J, ça se passe mieux. Mais je pense que c'est vraiment une erreur que j'aurais faite. Moi, je reviens sur ça, sur la nutrition, parce que maintenant que tu te dis, c'est vrai que moi, quand je faisais ma prépa marathon, j'avais un gel et 2 gels, tu vois, et puis je me disais, bon, allez, vas-y, je vais le balayer. Là, j'ai une sortie, je sais pas, de 30 bornes. Je dis des conneries, j'avais pas sorti 30 bornes, mais imagine, j'ai sorti 30 bornes. Allez, je prends 2 gels avec moi, et puis si j'ai l'envie m'en prend, j'en prenais un comme ça au milieu, tu vois, en disant, bon, voilà. Et dans ma tête, je me suis dit, bon, je vais prendre 2 gels. Un au 30e et un peut-être vers la fin si ça coince un peu, quoi. Classique. Et puis voilà, mais c'est vrai que j'ai pas du tout intellectualisé ça. Et je te dis pas ça en mode si, justement en mode vieux sage, dans le sens qu'est-ce que j'ai fait sur mes premiers marathons. Bon, ouais, c'est bon, un gel par heure, ça suffit largement. Et ouais. encore un gel par heure, moi je pense que en plus quand tu fais du 10 kills et tout, bon, t'as ce côté de aller ravitailler, bon, tu vois, voilà, moi je ravitaille même pas sur semi, tu vois. Donc, et puis t'as pas forcément besoin. Donc, quand c'est pas ta culture de ravitaillement, quand tu viens de la route et de la piste. Dans tous les cas, tu vas pas. Si tu fais ton semi en dessous des 1h30, 1h45, oui, ça passe. Mais le marathon, il y a pas grand monde où ça passe. À part si tu finis ton marathon pile en 2 heures, là, si tu t'appelles Kipchoge peut-être, mais. Alors, une autre question. Tac. Comment faut-il travailler efficacement la capacité à maintenir une allure constante sur plusieurs kilomètres? Est-ce que c'est des trucs que vous êtes posés, ça? C'est Vincent Trouel qui nous demande. C'est vrai que la capacité de courir d'être régulier, c'est pas si simple que ça. C'est quelque chose qui se travaille parce que et moi je vois dans mon club, je me souviens d'Olivier, c'était un métronome, quoi, un Suisse. Tu lui disais une allure, il était capable de te la tenir. Et t'en as d'autres, tu les mettais devant, tu savais que tu partais. Les mecs, c'était le yo-yo, ils étaient incapables de maintenir. Donc on voit que c'est quand même une qualité que pas tout le monde a. Est-ce que ça se travaille, ça? Est-ce qu'on doit y prêter attention? Je pense que ça se travaille, oui. Alors là c'est métronome, pas forcément que sur l'allure spécifique. On parle juste le fait. L'allure marathon, ouais. Ah, sur l'allure marathon, c'est un exercice quand même. Travailler son intensité cible à l'entraînement, ça marche quand même plutôt bien. Mais après, le fait d'être un métronome en soi, je pense que ça a à voir avec aussi la connaissance de son corps, sa proprioception, donc ça, sa compréhension de son corps dans l'espace, le fait d'être aussi à l'écoute de son ressenti. Je pense que quand on débute la course à pied, on est moins un métronome qu'ensuite. Je pense que c'est tout ça qui fait que, mais il y a des gens en effet qui s'écoutent mieux, qui ont plus, parce que quelque part en fait tenir une intensité cible, ça peut aussi très bien avoir un feedback corporel de juste mon genou, je vais l'amener jusqu'à tel degré, tel angle. Et c'est ça en fait. De toute façon c'est simple, une vitesse c'est une amplitude, une fréquence. Putain. Donc si t'as un... Désolé Nico, ça... Non, il a des troubles. J'ai des souvenirs de torture. C'est comme les gens qui reviennent de la guerre, tu sais, ils ont des syndromes post-traumatiques. Mais donc si t'as un super sens du rythme qui te permet de garder le même rythme et une super proprioception qui te permet de garder la même amplitude, t'as pas besoin tu vas pas changer d'allure, qu'importe l'allure. Il y a dû avoir des études qui ont été menées sur on fait partir quelqu'un plutôt vite au début, donc négatif, positif sprint, plutôt régulier,
Parce que est-ce qu'il faut vraiment être le plus régulier possible pour courir un marathon? Est-ce que partir un peu plus vite, un peu plus doucement, alors, toute la théorie de négatif, positif split et tout, voilà, enfin, qu'est-ce que tu conseillerais toi quelqu'un? Plutôt de se dire on part vraiment à l'heure. J'aurais pas de source scientifique pour te dire est-ce qu'il y en a un qui fonctionne mieux que l'autre, etc. Ça a forcément été étudié, je pense qu'on peut trouver des trucs. Ouais, puis même, je me souviens qu'il y a, quand je dis à l'époque, maintenant 2018, ça va faire 6 ans que j'avais regardé ça, où il y avait aussi la théorie du U, où en fait tu pars vite et tu finis vite, etc. Mais sans rentrer dans ça, parce que ça demanderait un petit peu de recherche avant pour être sûr de pas se tromper. Ce que je peux te dire, c'est que d'un point de vue empirique, je peux te dire 100% que le positive split est largement supérieur à tout le reste, simplement parce que quand bien même tu fais... Donc positive split, tu pars un petit peu plus vite que... Tu pars un peu... non, négatif, autant pour moi. Oui. Du coup, tu vas le regarder. Excuse-moi. Du coup, il le contredit pas, tu sais, il le laisse dans sa sauce. Oui, non. le positive split. On sait jamais, tu sais, il peut avoir. Non, mais je vais pas non plus m'afficher. Je disais positif parce que positif, parce que du coup, je pensais à t'accélérer. Mais la plupart des gens sont un peu. Enfin, ça avait été. Pour le coup, je me souviens d'une étude qui avait été faite sur le marathon de Paris. Bon, c'était il y a quelques années. Et justement, c'était flagrant, mais la grande majorité du peloton partait plus vite, faisait le premier suivi. Parce que les gens sont ambitieux. Mais ce que je veux dire, c'est la réalité aussi des gens, ils courent comme ça. Ouais, mais empiriquement. Quand tu fais un negative split, donc quand tu pars plus lentement que tu ne finis, je peux te dire que le faire à part Kipchoge, mais qu'importe, parce que même si tu peux c'est un mythe même pour si moi, tu peux courir plus vite, ta course se passe forcément bien. Non, c'est pas un mythe en vrai. Mais c'est pas un mythe, mais c'est juste très souvent quand t'as pas l'expérience, ce qui se passe c'est qu'en effet t'as des gros écarts entre ton premier et deuxième semi. Là où Kipchoge ça se joue à la seconde, à 10 secondes près, j'ai pas les données, mais chez les amateurs en général, là, on va vraiment parler d'un gros 5 minutes de delta sur semi, donc ce qui fait une grosse variation d'allure au kilomètre. Et grâce à ça, l'expérience se passe beaucoup mieux. Et je pense que l'importance de l'expérience pour un coureur amateur, pour avoir envie d'y retourner, pour se dire je peux faire mieux, je l'ai dit tout à l'heure, c'est hyper important. Donc, ne serait-ce que pour ça, je m'en tape un peu de ce que dit la littérature. Je recommanderais tous les jours de faire un negative split. Tu courais comment toi? Tu faisais gaffe à ça, negative split, positive split, ou t'étais plutôt régulier? C'était quoi ta stratégie de course? Bah, mon but, on va dire que c'était plutôt sur un parcours plein, je précise. Oui, du positive split, tu vois, du even en fait, les deux semis le plus proche possible l'un de l'autre. Parce que moi, c'est le plus. Parce que viser un negative split, en fait, si tu vises ta performance ultime. Bah, en fait, en visant d'être négatif, c'est partir un peu en dessous. Et en fait, moi, je me dis non, on va essayer de partir à l'allure qu'on vise et du coup essayer de la tenir jusqu'au bout. Et si je me sens finalement mieux que prévu, bah accélérer. Mais sur une distance comme le marathon, c'est quand même très très rare que tu arrives à concrètement accélérer sur la fin. Il y a une fois où j'ai failli, c'était à Berlin, j'ai accéléré, ça a marché 5 bornes, mais je l'ai reperdu sur les 5 dernières. Pour moi, c'est tellement contre-physiologique, cette notion de positif, négatif split. Tu vois, si t'es vraiment... Enfin, pour moi, elle est un peu anti-physiologique, quoi. Parce que tu dégrades, en fait. Enfin, après, il y a le dopage, il y a tout ça, et je pense que le dopage... Non, mais voilà, je pense... On parle loin, là. Non, mais moi, j'ai la conviction que le dopage a vachement influencé tous ces dogmes autour d'une négative split. Parce que pour moi... à partir du moment où tu détériores, tu pars à 100% et tu arrives à 0%. Tu vois. Alors, tu peux, si tu te sens très bien, que il y a des jours où, effectivement, si tu performes, il y a une grande chance que tu vas performer en negative split parce que tu te sens bien, du coup, tu peux relancer un petit peu. Mais sur 10 courses, ça va t'arriver quoi? 2 fois. La plupart des cas, tu vois, tu vas toujours être tu vas partir à l'allure. Il y a des fois, tu vas un petit peu ralentir. Des fois, tu vas un petit peu réaccélérer. Et ça va se passer au début, ça va se passer à la fin, et au milieu ça s'équilibre. C'est jamais vraiment une stratégie, tu vois. Faut pouvoir relancer au 32e kilomètre. Hein. Tu vois, moi je suis pas d'accord dans le sens où pour moi j'ai pas eu ma course de marathon ultime parce que j'ai titillé ce moment en fait où tu arrives à vraiment épicer. Mais quand on parle de negative split, attention, on parle de 3 fois rien en général. C'est genre t'as fait 30 secondes ou 1 minute de mieux sur le deuxième semi, donc en fait c'est rien du tout. Et je suis certain que c'est faisable. Mais il faut réussir à aligner toutes les planètes pour que ça passe. C'est le meilleur des mondes, quoi. Voilà. Ouais, mais pour ça, si t'arrives à faire ça, je pense que quand vraiment t'es parti sur ton allure et que t'arrives à faire ce mini negative split, tu peux dire bon là le contrat est rempli, je ne fais plus jamais de marathon, j'ai atteint j'ai battu le boss du jeu. Moi je pense que les gens se prennent trop la tête avec ces trucs négatifs. Parce que le truc c'est que en fait negative split, parce que là tu rentres quasiment dans la psychologie, mais ce que tu dis aux gens c'est partez conservateur. Et t'as donné les statistiques toi-même, les gens ont tendance à ralentir
au fur et à mesure de la course. Mais c'est pas. En fait, plus tu vas vite, plus tu te dégrades vite. Donc, Après, les gens qui partent trop vite, c'est un autre sujet. bah non, c'est un autre sujet. c'est tout ce sujet-là. Si les gens ralentissent au bout d'un moment, c'est pas parce qu'ils sont partis à Oui, la si bonne tu allure. pars, oui, mais justement. si tu pars comme un 10 bornes. C'est-à-dire que, regarde, moi je te dis, Ouais, c'est que si je ralentis, ça va mal se Évidemment, passer si là. je ralentis tellement que je marche, je vais pas ralentir sur mon marathon. Mm. Donc c'est bien qu'il y a un moment où en fait c'est le fait de mettre de la vitesse qui fait que tu ralentis à un moment. Si tu fais un raisonnement par l'absurde. Donc le truc c'est que si je dis aux gens faites un negative split, ce qui va se passer chez les gens, la grande majorité des gens qui vont ralentir sur la deuxième partie de leur marathon, c'est qu'en fait ils vont juste être à leur bonne allure au début. Parce que en fait en voulant être conservateur, ce qui n'était pas conservateur, c'était le chrono qui se fixait sur le marathon qui était beaucoup trop ambitieux à la base. Donc quelque part tu peux aussi les rechoper comme ça. Alors, on a une autre question là parce que excusez-moi. Ouais, j'ai touché ton écran, excuse-moi. Guy. Non, parce que je passe des fois, je saute, je reviens des questions. On a Shreddy qui nous, je sais pas si je le prononce Hassan bien. Shreddy. J'avais compris Hassan Chadi. Moi, Est-il utile de courir des sorties longues à jeun pendant les prépas marathon? Si oui, dans quel but? Tiens, la prépa à jeun, là, les sorties. Moi, je peux te dire que j'en ai commencé certaines à jeun parce que je me lève et je pars. Et du Ouais. coup, ça permet de partir sans avoir à attendre à digérer le petit-déj. Ouais. Mais après, tu prends les gels pendant, donc elle est pas à jeun très longtemps. Quoi. J'allais Là, je pense qu'il dit Attends, sans gel, c'est il vraiment. dit quoi Oui, oui, là, non. c'est vraiment. Il dit les En sorties gros, longues c'est. ou il dit les environnements fondamentales, il dit quoi Sortie longue, il parle, mais on peut peut-être ouvrir à. Est-ce que c'est intéressant de faire des sorties à jeun pendant Pour le prépa moi, marathon, tu le vois seul intérêt que les gens ont à faire les sorties à jeun, c'est parce que dans la majorité des cas, ça fait gagner du temps. Les gens peuvent que s'entraîner le matin, ils peuvent pas petit déjeuner avant, donc ils petit déjeunent après, et donc ça fonctionne comme ça. Voilà. On a beaucoup critiqué les séances à jeun. Je sais qu'il y a quand même pas mal de maintenant de coachs qui remettent ça un peu au goût du jour. Bon, c'est toujours pareil, il y a des modes. Pour toi, il n'y a vraiment aucun intérêt physiologique de travailler à jeun, Sur le brûler fait des de, graisses. sur le fait de qui- brûler plus de graisse, non. c'est du Aujourd'hui, bullshit. enfin On sait aujourd'hui, jamais, j'ai- c'est contre-intuitif. aujourd'hui, Les gens, j'ai- ça mangeait plus. j'ai quand même Après. l'impression que, en fait, non, parce que t'as des facteurs qui varient en parallèle, typiquement, mais enfin. Alors il me semble quand même. Alors attends, parce que c'est Est-ce que Thibaut tu de Legard sais, qui en est-ce que avait tu vas parlé. Il mieux me semble gérer qu'il y a, tes il me semble qu'il y a filières un truc du genre quand tu t'entraînes moins de 12 heures par semaine, tu peux quand même avoir un bénéfice à faire quelques sorties à jeun. Et quand tu passes au-dessus d'un certain volume d'entraînement, 12 heures, je crois que c'était chez 12 heures. des cyclistes. Ouais, parce que 12 heures, c'est déjà énorme pour des coureurs rapides. hein. Ouais, donc, C'est peut-être tu pourras- 99,9% des gens. Mais en fait, pourquoi? C'est parce que en fait, quand tu t'entraînes beaucoup, après tu perds plus parce que c'est juste plus stressant. En fait, c'est juste tu rajoutes un stress. C'est comme si tu t'entraînais quand il faisait chaud, c'est comme si tu t'entraînais quand tu étais en altitude. Donc potentiellement, tu as un petit bénéfice, mais que tu repères énormément après parce que du coup, tu as besoin de beaucoup plus de temps pour récupérer de ta séance. Et à partir d'un certain volume, en fait, ce que tu gagnes potentiellement sur le fait d'être à jeun, tu le perds sur le fractionné et sur la sortie longue d'après. Et en fait, comme le but c'est d'être performant sur ces séances-là, tu perds de cette manière-là. Mais oui, je suis assez sceptique. Je sais qu'il y en a qui font de la variabilité dans leur alimentation, mais très sceptique parce que. C'est quoi? C'est ce que tu fais par référence au jeûne intermittent, ce genre de choses? Ou en gros, les jours où ils font pas d'intensité, ils mangent pas de glucides, etc. Enfin, je sais qu'il y a ces genres de choses qui fonctionnent. Donc t'es à jeun. C'est de la La tambouille. ça. glycémie. Mais de la compréhension physiologique que j'ai du corps humain aujourd'hui, ça fonctionne pas. J'ai pas envie d'entrer dans les détails parce que Donc- après, donc je c'est vais pas faire- utile. Les gens qui Voilà. sont en course à pied, ils sont en mode par pitié. Coupez-lui la parole. Non, mais c'est intéressant, c'est intéressant. Non, parce que tu vois, voilà, l'entraînement à jeun. Non, mais l'entraînement à jeun, il y a 20 ans, c'était le truc ultime, fallait absolument en faire parce que tu tapais dans tes filières lipidiques. Mais parce Tu vois, que c'était le truc machin. Après, 2010, c'était non, c'est nul, il faut surtout pas le faire. Maintenant, ça revient un peu à la mode, donc bon, c'est vrai que c'est dur de se faire des fois une avis concret sur ça, quoi. Maintenant, comme tu l'as dit, si vous vous entraînez le matin, vous avez pas le temps. moi, c'est ce qu'il faut retenir. Voilà. Mais c'est pas. Voilà, vous prenez pas plus la tête avec ça, quoi. Si c'est Ouais. pas quelque chose qui est dans votre routine, vous prenez pas la tête avec ça. Comment travailler efficacement? Ah non, ça on l'a dit, pardon, excusez-moi. On a une question de. Attends, excuse-moi, et attends, Ouais. je veux juste rebondir parce que sur ce sujet-là, typiquement, personnellement, et je l'avais vu aussi chez certains athlètes, pendant certaines sorties, genre ça m'arrivait de faire des hippos, genre en endurance fondamentale, et je me disais, ça se trouve, il faudrait que je m'entraîne à jeun pour entraîner mon corps à consommer des graisses, et donc du coup, pas machin. Bon, en fait, je vous le donne en mille, c'est juste que je mangeais pas assez. Donc en fait, j'étais juste en déficit calorique, et quand en effet, j'arrive à l'entraînement et que ça faisait 3 heures que j'avais pas mangé, en fait, le corps avait été déjà en. Puis surtout, pourquoi déficit, entraîner quoi. ton corps à ça? Puisque tu as le droit de ravitailler sur les courses.
Non, après là, ça rentre dans d'autres prédispositions. Mais bref, c'était C'est juste pas une pour dire, course de survie, tu juste vois. pour dire que pendant très longtemps, je me suis posé cette question. Et en fait, j'ai la réponse depuis, parce que j'en avais déjà parlé une autre fois, je sais pas où. C'est juste que je mangeais pas assez en fait. Oui, Voilà. bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'il y a- Mais je mangeais pas assez même au quotidien, c'est-à-dire qu'en total calorique sur la journée, je ne mangeais pas assez. Bah, ça, c'est en prépa marathon. On a beau le dire, on aurait pu le dire en une erreur, mais si vous perdez trop de poids en prépa marathon, pas les personnes qui sont en surpoids, hein, je parle pas parce que c'est normal, mais si voilà, vous perdez, vous allez vraiment perdre beaucoup de poids en prépa marathon, c'est pas bon signe quoi. Non. Non, Si t'es en phase intense d'entraînement et que tu perds du poids, les deux ensemble vont avoir du mal à fonctionner. Mais ça, quoi. c'est vraiment. le Mais ça, moyen et long ça, terme. c'est très récent. Quand je dis très récent, ça fait 4-5 ans dans le haut niveau et plus courant, où les athlètes, les entraîneurs, quand ils voient en fin de préparation les coureurs vraiment s'affiner, ils disent warning, on augmente les calories parce que sinon tu vas être moins performant. Ça, c'est vraiment tout nouveau quoi. Parce qu'avant, beaucoup d'entraîneurs se réjouissaient, ils disaient, ah, c'est bien, tu t'affûtes. Et aujourd'hui, les gens se disent, ouh là, tu as perdu trop de poids là. Il faut que tu reprennes, c'est il faut plus de calories, parce que sinon tu progresseras pas quoi. Surtout que c'est un jeu dangereux, donc c'est peut-être qu'il y a un gain, mais le risque, la perte peut être beaucoup plus importante que le petit gain. Il y a un gain sur une fenêtre. Ouais, Et souvent c'est toujours ça. cette fenêtre a fini par se briser parce que ça conclut à la blessure ou la contre-performance. Vaut mieux être un peu au-dessus et Ouais. être safe que de viser. Alors, on a une question maintenant de... Ah tiens, ça c'est une question qu'encore pas mal de gens se posent. Est-il pertinent... Je crois que c'était Benoît Z qui faisait ça. Oula, on revient loin. Ouais, là. on revient loin. Ça c'est pas qui c'est. pour les anciens. 2006. Benoît Z, c'est l'ancien Marathon de Paris, détenteur, champion de Bah, il y a encore- recordman d'Europe. recordman d'Europe jusqu'à très récemment. C'est Morad 2 Amdouni. heures, ouais, Morad 2 heures Amdouni, 6. je crois qu'il lui a pris son C'est 2 plus, heures mais 6. c'était il a duré longtemps celui-là. Ouais, c'était il y a encore très peu de temps, le record d'Europe du marathon de Benoît Z. Voilà, vous avez Et lui, l'histoire, il aimait bien commencer ses prépas marathon en courant 40 km. Ah. Donc, et là, c'est la question de Togocel qui Pour nous commencer, demande. Ouais, il aimait bien comme ça. Il commençait ses prépas avec. Je crois que c'est Benoît Z, Excuse-nous, mais si ma mémoire ne fait pas défaut. Voilà, il aimait bien commencer par une petite séance de 40 bornes, mais tranquille, hein, allure Pour se mettre tranquille. à l'aise. Voilà, pour se mettre à l'aise. Pour commencer déjà prépa avec ça. Est-il pertinent de courir 40 km à l'entraînement pour se préparer psychologiquement et physiquement? Bah c'est voilà, là on est dans ce que prenait Benoît Z à l'époque. Je crois que c'est Benoît. Putain, j'espère que c'est vraiment lui, sinon il va m'en vouloir. Mais en tout cas, voilà, il y avait c'était cette idée-là de psychologiquement, je me mets à courir 40 km pour savoir ce que ça fait un peu à l'entraînement. Ça peut être rassurant pour des gens. Est-ce que c'est une connerie ou c'est une bonne idée ça? Bah moi je fais ça, je me flingue. Enfin, si tu veux, et je vais laisser Tristan étayer là-dessus. Bah, ça va te laisser réfléchir. Non, c'est pas une question de réfléchir. J'ai la réponse. Évidemment, c'est pas nécessaire. J'essaye de. T'as jamais eu envie de le faire toi? Bah, peut-être au tout début à la limite, mais même pas parce que ma première prépa marathon, je crois que je faisais des sorties d'1h30 seulement. Mais bon, je m'entraînais très mal à l'époque, donc c'était pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que même pas 35, même pas 30. En fait, c'est jamais une question de. En fait, c'est jamais une question de combien de kilomètres, sauf pour la confiance en soi. Et en fait, la confiance en soi, c'est horrible parce que les gens en ont pas besoin, mais s'ils arrivent à se persuader assez fort qu'ils en avaient besoin, ils vont réussir à dégrader leur performance, alors que j'ai fait 10 000 vidéos qui leur expliquent que c'est pas nécessaire. Parce qu'en fait, de toute manière, au bout d'un moment, surtout chez les gens qui courent, qui ont un faible volume, qui ont peut-être à courir plus lentement, en fait, quoi qu'il arrive, leur sortie longue, au bout d'un moment, ils ne peuvent plus l'assimiler. C'est-à-dire que si ton but, en fait, tu fais de la durée pour justement entraîner ton endurance, ta durabilité, appelle ça comme tu veux. Donc si tu pourrais courir beaucoup plus, mais tu peux même courir 8 heures si tu veux, mais ton corps va pas l'assimiler. Donc à quoi bon? Hormis pour la confiance en soi. Mais Voilà, donc, il dit bien préparer psychologiquement. Ouais. Là, il mais le donc, précise mais bien, c'est pour ça. Mais en fait, préparer psychologiquement, juste tu peux faire confiance aux gens. Tu veux- l'entraîneur. Qu'est-ce Mais il y en a, qu'il ils faut font que je te mette- faut que je confiance te à mette la main personne. sur l'épaule quand même, je dis mec, ça va bien se passer. Donc oui, mais c'est tout le principe de dire si t'es sûr que tu vas réussir le jour J, c'est que tu l'as fait avant le jour J. Donc quelque part, c'est que si tu l'as fait avant le jour J, Il a dit un préparer problème. psychologiquement et physiquement, donc il y a quand même la notion de il a essayé de me la mettre à est-ce l'envers. que ça passe. Non, oui. Mais en revanche, est-ce que ça veut dire que personne doit courir 40 km? Bien sûr que non, parce que pour moi, même, quand t'entraînes des gens qui ont des gros volumes, d'ailleurs, je vais même te dire, je suis étonné qu'il y ait peu de gens qui fassent plus de 40 km,
tous les gens qui courent 2h15 et moins, au vu d'aujourd'hui le volume kilométrique qu'ils ont par semaine, au vu de la vitesse. Kipchoge, il fait des sorties des fois de 40 bornes. Parce qu'au vu de la vitesse à laquelle il court. Ça fait 2h15, 2h20 pour eux. Ben oui, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que pour moi, ça paraît. Puis même si tu reprends des entraîneurs comme Galloway qui disaient, en fait, courir 45, 48. En fait, c'est pas une question de kilomètres en soi, c'est une question de quelle est la bonne durée de séance que je peux assimiler avec ce que j'y mets dedans. Et en effet, si un pro fait une sortie d'1h15 avec 2 fois 30 minutes tempo, le mec il va largement dépasser les 40 bornes. C'est pas grave. Mais quand un amateur va courir 23, 25, 26. Par contre, moi, la question que je m'étais posée quand j'étais en prépa marathon, tu vois quelqu'un qui va viser, je sais pas, 2h35 sur marathon, se dire, plutôt que prendre ce kilomètre, mais se dire, je vais aller courir, par exemple, sur une sortie longue, je vais aller chercher les 2h30. Ou quelqu'un qui veut faire 3 heures, je vais aller chercher les 3 heures. Pas forcément se dire, mais pour aller chercher le temps, juste pour que psychologiquement, il sache justement au début ce que ça va faire. Moi, je raisonnerais plus comme ça. Je ferais. Mais du coup, celui qui veut courir en 6 heures. Parce que là, du coup, c'est-à-dire que moins le mec est bon, plus il doit courir. Oui. Bah oui, mais souvent, plus son volume dans la semaine. Mais du coup, plus une personne court lentement, plus en général, c'est qu'elle a un niveau faible d'entraînement, donc c'est-à-dire qu'elle récupère moins bien. Donc tu fais faire plus à ceux qui récupèrent le moins. Non, mais oui. Oui, non, mais je dis pas que c'est intelligent. C'est ce qu'il faut faire. Je disais juste, moi, je me suis posé la question en me disant, tiens, j'ai jamais couru 2h30 d'affilée. C'est vrai que ça me rassurerait de me dire, je vais les faire juste pour avoir ce temps, savoir ce que ça fait, comment mon corps réagit. Tu vois. Mais c'est logique, c'est humain, mais c'est pas forcément comme nécessaire. Dans tous les trucs contre-intuitifs de l'entraînement, t'as envie de le faire, parce que tu te dis, ça me rassurerait, ça serait logique, mais... Est-ce que vous donnez les plans d'entraînement campus? Est-ce que les gens ont la visibilité sur les plans ou si par exemple moi je reçois mon plan d'entraînement, je sais pas, 12-16 semaines, est-ce que je peux aller tout voir? Parce qu'il y a des gens qui font ça. Moi ça m'est déjà arrivé, une personne avec qui j'ai discuté qui reçoit son plan d'entraînement et il voit, il a une séance, je sais pas, la 6e semaine de je sais pas, 8 fois 400 en 1,9 et il a jamais fait ça de sa vie. Et cette séance-là, il va bloquer sur cette séance-là. Tu vois, il va dire, mais putain, cette séance, il va bloquer sur elle parce qu'il va bloquer dessus. Et il va se mettre en tête de la faire avant pour se rassurer avant de commencer le plan. Ne faites pas ça parce que vous allez vous. Mais il y a plein de gens, tu vois, ça les perturbe tellement qu'ils vont avoir envie de le faire. Et j'ai discuté avec ces personnes-là qui s'étaient blessées en prépa. Et quand je dis, pourquoi tu t'es blessé et tout, parce que tu avais la charge, le plan était bien fait. Elle dit, oui, mais j'ai fait des séances dures, je les ai fait avant parce que ça me stressait et je voulais savoir les faire, tu vois. Donc, tu vois, psychologiquement, le cerveau humain, des fois, il est bizarre. Hein. Ouais, je pense quand même, quand les gens sont abonnés à l'année, je crois qu'ils ont accès à leur plan. Oui, mais je suis sûr qu'il y en a qui font ça. Mais après quoi qu'il arrive, ils ont accès à leur plan. Mais de toute façon, comme le plan va changer, il a beau voir qu'il y a 9 fois X au bout de 16 semaines. En fait, quand il va y arriver, il y a de grandes chances que le plan soit régénéré en fonction des feedbacks de séance. Donc, si le mec il stressait sur sa séance, il y a de grandes chances qu'elle disparaisse. Qu'elle soit remplacée par une autre qui soit peut-être encore plus dure. Exact. Parce qu'il a progressé plus. On a Bruno Solis qui nous demande: recommandez-vous l'entraînement sur tapis pour simuler certaines conditions spécifiques comme le dénivelé ou l'allure régulière? Ça, c'est pas mal. C'est vrai que pour travailler ton allure régulière, du coup, sur tapis, c'est très précis. Je sais pas. Je pense pas que. Je sais qu'il y a beaucoup de pros par exemple qui utilisent le tapis. J'ai pas l'impression que ça soit pour avoir leur allure. J'ai l'impression que c'est plus parce que c'est moins demandant mécaniquement. Parce qu'en fait, entre produire une allure, toi Nico qui a fait beaucoup de tapis, j'ai pas l'impression qu'en termes de sensation, si vraiment le but c'est de se reconnecter, que courir à 12 km/h dedans ou dehors, ça soit la même chose. Moi en tout cas, je déteste ça parce que j'ai vraiment l'impression que c'est un autre sport pour moi. Que courir sur tapis, c'est une discipline et si je vais courir dehors, l'intensité va être totalement différente. Donc, quand j'avais pas le choix, j'en faisais, mais mais j'ai jamais vraiment aimé ça parce que je ressortais, je me dis putain, mais j'ai pas le même feeling, c'est pas de la même course à pied. Et en fait, des fois on me dit est-ce que je peux faire tout sur tapis? Je dis ah non, parce que du coup tu vas arriver, tu vas courir sur le jour J, tu vas plus savoir ce que c'est. Il y a plein de gens qui s'entraînent pour les marathons et ils font 70-80% de leur séance sur tapis. Oui, mais ils font pas tout. Donc déjà, rester connecté avec l'extérieur et courir avec un sol qui est pas tout plat, tout lisse exactement avec la foulée. Enfin, tu sais, ta foulée, c'est pas on essaye que ça soit un peu mécanique et qu'au bout d'un moment, ça déroule, mais c'est pas exactement ça non plus, quoi. Tu dois quand même, à la proprioception, t'adapter à ce qui se passe. Sur le tapis, en fait, c'est tellement contrôlé que ça l'est trop au bout d'un moment.
Tu t'entraînais toi sur tapis un petit peu? Non, j'en ai pas la nécessité. Parce que home trainer, les cyclistes. Ah bah si, mais alors dans ce cas c'est autre chose. Mais le home trainer, si j'en ai fait. Je crois que la stat c'est j'ai plus de en équivalent plus de 45 000 km sur home trainer. Donc oui, j'ai un peu. Non mais pourquoi le home trainer serait bon pour les cyclistes, le tapis roulant pas bon mais pour les c'est coureurs pas à une pied? question de bon, c'est une question de logistique. C'est une question de si je le fais pas sur home trainer, je le fais pas. Oui. Donc j'ai plutôt intérêt, comme Nico en hiver. Si c'est pas sur tapis, c'est pas fait. Donc autant le faire sur tapis. C'est plus une question de logistique qu'une question de transfert. En revanche, puisque là, du coup, on l'a annoncé, on travaille avec Mathieu Blanchard sur les plans trail. Typiquement en trail, quelqu'un qui habite à Paris, qui a besoin de faire du dénivelé et qui habite pas à côté de la butte Montmartre, ça peut être intéressant d'avoir un petit tapis pour mettre du dénivelé sur ses intensités. Ouais, ou l'hiver, quand ils peuvent pas, parce qu'il neige, ceux qui habitent en montagne, ils font Mais beaucoup de tapis. Sur les fractionnés, ça peut être intéressant d'avoir un tapis à dispo qui s'incline. Alors, avant de parler un peu des plans campus, justement en parlant d'entraînement, on a Dragon Bar Zav qui nous demande comment tu lis ça, Nico? Comment tu lis ça? Dragon. Ouais. Bon, ouais, bah. mais non, c'est compliqué. Mais vous êtes compliqué avec vos stops de Instagram. On va dire les gars. Dragos. Vous êtes compliqué. Trouvez des noms simples, facilitez-nous la vie parce que En plus, c'est franchement bien les qu'on noms. donne ça à lire aux dyslexiques de la Ah bande. là là, ouais, non, mais là, vous me. Voilà, à chaque fois c'est. Non, mais celui-là, même moi, là, j'ai gagné. Non, c'est Lauriane, mais bon, elle n'était pas dispo ce soir, donc voilà. Comment concilier hypertrophie musculaire et prépa marathon? Donc, comment concilier là, voilà, que quand on fait du fitness, du bodybuilding, de la musculation et qu'on est baraqué et prépa marathon, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on va pas trop perdre de muscles? Est-ce que c'est aussi pas une hérésie de faire du marathon quand on est musclé? Je vais bien m'asseoir parce que celle-là me concerne absolument pas. Voilà, moi aussi. Je vais avoir deux réponses. La première, c'est d'un point de vue scientifique. On voit que et pendant très longtemps, on a pensé qu'il y avait vraiment une inhibition très forte quand on faisait de l'endurance. C'est un mythe ça, mais si c'est vrai parce que regarde. C'est vrai, mais si tu t'entraînes 30 heures par semaine, c'est vrai. Mais dans la mesure où les gens s'entraînent 5, 6, 7 fois dans la semaine ou même moins, non, en fait, t'as aucune chance d'interférer de l'un vers l'autre. En revanche, d'un point de vue empirique, ce qu'on peut dire, on a eu pas mal d'exemples. C'est assez simple de conserver sa masse musculaire quand tu es en préparation marathon. Ce que je pense qui est très compliqué, c'est de développer sur le court terme les deux en même temps. Je pense que c'est plutôt intéressant de mettre une priorité et c'est comme ça que ça peut fonctionner le mieux. Donc si jamais tu as envie de devenir plus balèze, tu peux continuer à courir, mais peut-être sur des intensités plus basses. Peut-être tu vas jouer un peu plus sur la fréquence plutôt que sur le volume de tes séances au lieu de faire... Bon, j'ai pas d'exemple, mais juste tu fais plus fréquent et moins long. Et si tu veux préparer un marathon, du coup tu vas essayer de peut-être, parce que ce qui est requis pour avoir un développement musculaire, c'est aller proche de l'échec avec beaucoup de séries, beaucoup d'exercices par muscle, blablabla. Peut-être en faire un peu moins, aller un peu moins proche de l'échec, essayer de faire des exercices où peut-être qu'ils vont te faire moins de courbatures et donc laisser plus de place à ta préparation marathon. Mais en revanche, tu as de grandes chances que ça te fasse que conserver ta masse musculaire. On a eu l'exemple, nous, avec Eric, avec Nassim. On peut dire, aujourd'hui, on en a que 2 qui ont pris la parole et qui se sont montrés. Et désolé, on est à Paris. On est à Paris, donc voilà. Mais je veux dire, pour l'instant, on en a eu 2 qui ouvertement l'ont fait. Les 2 ont réussi à conserver leur masse musculaire. D'ailleurs, même leurs collègues basent la même chose. Il y en a qui perdent un tout petit peu, mais voilà. Est-ce que c'est d'ailleurs un frein? Parce que souvent, quand tu fais de la muscu et tout, on te dit mais tu vas te blesser, est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est neutre? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif quand on a déjà une bonne masse musculaire de faire de la course à pied? Je pense que c'est neutre parce que tu as 2 facteurs. Tu as un facteur positif qui est que comme tu fais du renforcement, tes articulations, tes muscles, tes tendons, tout ça est beaucoup plus prêt et en fait récupère... Potentiellement, comme ils reçoivent déjà du stress, leur capacité de récupération est un peu meilleure et leur capacité à encaisser les stress mécaniques sont aussi meilleures. Mais d'un autre côté, tu peux être plus lourd. Donc en fait, les deux s'annulent et si tu fais n'importe quoi, tu vas te blesser comme n'importe qui ferait n'importe quoi se blesserait. D'accord, donc c'est neutre. Je pense. Ouais. Bon, c'est quand même plutôt rassurant. Parce qu'il y a plein de gens, c'est quand même... On voit quand même que la littérature scientifique évolue un peu sur ça, qu'on revient un peu sur certaines idées reçues. Là, j'aurais pas de littérature scientifique sur juste empiriquement, je vois que en fait, au final, on pourrait dire les mecs ils font 90 kilos, ils se blessent plus. J'ai pas l'impression. Et puis même, je trouve que sur certaines blessures, ils peuvent revenir. C'est moins présent. Bon, et puis s'ils se blessent et qu'il faut faire des exercices de renfort, les mecs vont déjà à la salle. Ah oui, c'est vrai. Donc c'est pratique. C'est pratique. T'imagines les mecs qui se blessent, vous n'êtes pas assez musclés des fesses. Ça, c'est quand même con, quoi. Tu vois, c'est...
Ça arrive, hein, tu sais. ça doit arriver. T'as dit au début, là, c'est quoi le truc le plus négatif qu'on t'ait dit? Peut-être ça qu'on m'ait dit. Ah ouais, c'est ça. Non, qui t'a vexé. Ouais, c'est Ah oui, non, mais est-ce que quelqu'un t'a déjà dit ça? Personne. Ah, peut-être. Bah, s'il y a un mec qui t'écrit ça sur Instagram ou une fille. Ils ont parlé de mes mollets. Ah, c'est ça que j'aurais dû répondre. Mes mollets, on a du mal de mes mollets. Bon, messieurs, c'est le moment de parler des. Alors, il y a peut-être des auditeurs, auditrices qui nous écoutent depuis un certain temps. Ils se disent c'est qui ces deux cons? Non, ils se disent pas ça, ils vous connaissent bien. Tristan, non. Voilà. Bah, c'est vrai que tu viens pas souvent nous voir, mais au moins pour le nouvel an, voilà, on arrive quand même à avoir ces petits rendez-vous, ça fait plaisir. Et voilà, il y a peut-être des gens qui hésitent à se lancer sur un plan campus. Peut-être parce qu'ils se disent, bon, ils sont pas légitimes, peut-être parce qu'ils se disent que c'est pas leur truc, ils veulent rester très intuitifs, ou plein d'autres raisons qui font qu'ils ne passent pas à l'action. Là, on est sur Allez, on est le 6 janvier à peu près, là, quand est diffusé cet épisode. Si tu devrais donner 3 arguments, justement, 3 forces selon toi, qui fait que pour toi, les plans campus sont les meilleurs. Voilà, convainc-moi, Tristan. Voilà, moi, j'ai rien à gagner. Hein. Convainc-moi, Tristan, de prendre un plan campus pour une prépa marathon. Qu'est-ce que tu me dirais vraiment, sans te faire le commercial? Celui qui entraîne son pitch, c'est Nico, là. C'est celui qui devrait. Ah, vous êtes passionné, donc concrètement, qu'est-ce qui fait que. Ok. Voilà, là, je vous mets à l'épreuve devant nos auditeurs, parce que les gens, ils veulent savoir. Alors ça dépend ce que tu vas venir chercher, mais je pense que l'une de nos grosses forces, c'est l'aspect humain à travers la plateforme. C'est vrai que quand on parle d'une plateforme d'entraînement, on a tendance à penser que ça va être froid, que c'est un robot, etc. Nous, vraiment, on essaie de remettre de l'humain à tous les postes. Évidemment, déjà, moi, quelque chose qui me tient très à cœur, c'est le fait de dire l'entraîneur qui vous entraîne, vous savez qui c'est. Quand ça va être sur route, je prends beaucoup la parole, j'ai beaucoup de contenu gratuit. Vous connaissez ma philosophie, donc si vous voulez avoir confiance, normalement, ça devrait être bon. Quand Mathieu nous a rejoint pour le trail, c'est la même chose, vous savez qui c'est, il prend aussi la parole, bref. Donc à ce point-là, il y a aussi tout l'aspect support où quand les gens ils ont des questions, etc., soit ils vont sur le support pour venir la poser et ils ont quelqu'un de notre équipe qui est directement chez nous qui va leur répondre. Si jamais ils ont envie de partager leur expérience, il y a la communauté qui va venir leur répondre. Si jamais ils ont envie de courir avec des gens parce que ils viennent d'arriver ou peut-être même ils viennent de déménager, ils ont personne, il y a les groupes de course. Bref, à tous les niveaux, il y a beaucoup d'humains et je pense que c'est la différence principale qui va venir nous différencier des autres. En deuxième, et je laisserai Nico donner le 3. Je dirais simplement que, parce que comme c'est moi l'entraîneur, je prêche pour ma paroisse, l'entraînement est bien meilleur. Je suis le seul à maîtriser l'art de l'entraînement. De manière scientifique. Mais non, en vrai, j'ai confiance dans mon entraînement. Mais surtout, ce en quoi j'ai confiance, parce que des entraîneurs qui sur une piste sont meilleurs que moi, je pense que je peux dire assez simplement qu'il y en a beaucoup en France, des gens qui ont l'œil expert, qui sont au contact de leur athlète. Par exemple, moi, l'exemple que je prends toujours, c'est Philippe Lucas. Philippe Lucas, je pense que avec le lien qu'il a avec ses athlètes, il les voit le matin, directement il peut les gérer, il leur dit des 3 mots, il fait toi, je vais te mettre de côté, etc. Bref, ce truc-là, il y a des gens qui le font beaucoup mieux. En revanche, quand il s'agit d'appliquer sa méthode à travers une plateforme, donc c'est-à-dire qu'il faut la coucher, faut quand la coucher là, plus loin, coucher, pour que ça fonctionne à travers une plateforme, il faut une méthodologie spécifique et je trouve que c'est ce qu'on a le mieux réalisé, réussir à transférer une connaissance pratique, technique en tant qu'entraîneur dans une plateforme à travers un algorithme. Et le troisième plan, Nico, peut-être plus parler de la techno ou ce genre de choses? Peut-être autre chose, hein, Non, en fait, ce que je dirais, c'est ce qu'on a le plus travaillé sur les 5 ans de campus aujourd'hui, c'est vraiment la manière dont on individualise les choses pour que ça s'adapte vraiment. Et on a encore plein de choses à découvrir, à améliorer, parce qu'en fait, le corps humain est sans fin. Et notre but, c'est d'apprendre du coureur amateur pour réinjecter tout ça et essayer au fur et à mesure de continuer d'améliorer. Au final, on a très peu d'infos réelles sur l'entraînement du coureur amateur. Toutes les études, tout ça, c'est souvent fait soit sur des athlètes élites, soit sur 3 personnes. Soit sur des sédentaires. Donc, nous, notre but, c'est d'essayer de comprendre au fur et à mesure et tout ce qu'on apprend, de l'injecter pour que ça soit toujours plus individualisé et que les gens se ressentent aussi dans leur entraînement, que ça soit fun.
moi, un truc que j'aime dire, c'est qu'en fait, l'entraînement qui dure, c'est celui que tu as envie de faire sur le long terme. Et on essaye de prendre ça en compte. C'est pas juste la meilleure séance pour la meilleure progression, c'est trouver l'équilibre entre l'entraînement qui est efficace et celui que tu as envie de faire. Donc il y a aussi les petites séances alternatives qui arrivent de temps en temps pour donner un petit truc qui change, qui va t'amener du dynamisme dans ta prépa. Tu fais pas ton 6x1000 toutes les semaines. Tu vas avoir une petite séance, une petite pyramide, un petit truc qui va juste changer tes habitudes. Et ça, je trouve que les gens aiment ça, et nous, on aime les voir revenir après une prépa, parce que c'est ça qu'on cherche. C'est pas faire une prépa, c'est se dire j'ai envie d'y retourner en fait. Bon bah c'est vrai que chaque épisode de DTDC original, on dit les codes promo et tout, et on n'explique pas, on prend pas le temps d'expliquer un peu ce qu'est Campus, la plateforme, la philosophie derrière. Donc c'est cool qu'on ait pu le faire là sur cet épisode de rentrée. Je rappelle que pour toutes celles et ceux qui veulent essayer, s'il y a bien peut-être un dernier argument pour vous donner envie de tester, t'en as un quatrième. Et ben moi j'en ai un quatrième. Et bien c'est très simple, c'est que vous avez 1 mois gratuit pour tester la plateforme. Comment ils font Et ben c'est très simple. En s'inscrivant, ils tapent le code DLTDC. Et ce code DLTDC vous permet de bénéficier par exemple là, de tout le mois de janvier jusqu'au 7-6 février gratuit pour tester, voir si ça vous plaît, si l'entraînement se passe bien. Voilà, donc n'hésitez pas à l'utiliser comme ça. Voilà, vous n'avez pas à dépenser de sous si ça vous convient pas. Donc le code c'est DLTDC et voilà, nous on renouvelle un peu ce partenariat. Ça fait plusieurs années maintenant qu'on l'a, parce que les retours sont excellents. Donc je tiens à vous remercier, messieurs, parce que voilà, nous on enquête quand même, on sait si les gens sont satisfaits ou pas. Si un jour je disparais, voilà, soit j'ai été kidnappé. Non, mais on essaye quand même de donner des bons plans aux auditeurs, tu vois. Voilà, il y a un certain Guillaume dans le support qui est venu poser une question un peu. Voilà, donc on essaie quand même de donner les meilleurs plans, parce que voilà, les meilleurs tuyaux, et donc en tout cas les retours sont excellents. Donc voilà, n'hésitez pas à tester vous aussi DLTDC, et puis c'est bien là qu'on ait pu prendre le temps d'expliquer, parce que souvent les gens nous disaient vous donnez les codes mais vous expliquez pas vraiment en détail. Donc maintenant, voilà qui est chose faite. Et ben messieurs, je vous souhaite une très belle, à vous et à tous nos auditeurs et auditrices, une très belle année 2025 avec je sais pas si c'est des records personnels, mais en tout cas de l'épanouissement, de vous amuser dans vos projets. Voilà, comme à tous ceux qui nous écoutent, c'est vraiment ce qu'on vous souhaite, c'est prenez du plaisir dans ce que vous faites. Voilà, prenez les décisions importantes cette année, et puis mettez votre plaisir au centre. Belle année à tout le monde. Bonne année tout le monde. Et à très vite.